théorique de qu'est-ce que c'est que le causal discovery, comment est-ce qu'on découvre le graphe. Et ensuite, on vous présente aussi la méthode Equimetrix qui est, vous verrez, une méthode très pratique appliquée, j'ai envie de dire. Donc, il n'y a pas forcément plein de propriétés théoriques très bonnes, prouvées ou vérifiées. C'est plutôt qu'est-ce qu'on fait en pratique dans la vraie vie, j'ai envie de dire. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter. Et donc, la deuxième partie de l'atelier, qui sera donc 3 heures de mise en pratique, votre but, ça va être un peu de benchmarker cette méthode, de l'évaluer, de vous amuser avec. Comme ça, ça vous permet de vous faire la main sur quelque chose de pratique, de concret, que vous pourrez peut-être réutiliser plus tard. Et nous, de notre côté, ça nous permet aussi de récupérer en fait des informations sur les potentielles limites de notre méthode, etc., pour avoir voilà, plus de points de vue différents, parce que on a été 2-3 personnes à travailler dessus et ça ne suffit pas pour savoir si la méthode est robuste ou pas. Voilà. Donc, c'est un peu le but d'aujourd'hui. Sur le plan de la présentation, donc la première heure, d'abord, on va faire un récap de ce qu'on avait dit la dernière fois, rapidement, pour que ce soit clair pour tout le monde. Ensuite, on passe donc à la théorie et enfin, la fameuse utilisation. Et si jamais vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à nous interrompre. C'est plus sympa de discuter tous ensemble que d'attendre la fin. Donc, je me lance sur le récap de l'atelier 1. Où, en gros, la conclusion, c'était la corrélation, c'est pas du tout un effet causal, et c'est pour ça qu'on a besoin d'une méthode et un peu une théorie différente pour réussir à vraiment le modéliser comme il faut, pour pas qu'on fasse d'erreurs. Donc ça, c'était l'exemple introductif de la dernière fois. J'ai passé très vite parce que je pense que c'est à peu près clair pour tout le monde. Si ce n'est pas le cas, on m'interrompt. Mais donc en gros, si on a juste un jeu de données tabulaire où dedans on a des événements comme ici le coq qui chante et le soleil qui se lève, en regardant les corrélations et en faisant des analyses statistiques, c'est impossible de faire la différence entre c'est le coq qui fait que le soleil se lève ou c'est le soleil se lève qui implique que le coq chante. Si on regarde juste des données tabulaires, c'est impossible de faire la différence. Et je dis bien sans regarder les séries temporelles, parce qu'après, forcément, quand on regarde avec des séries temporelles, il y a peut-être des analyses plus particulières à faire, mais là, pour le moment, juste dans le cas tabulaire d'événements qui occurrent, qui arrivent, on ne peut pas faire la différence. Et donc, qu'on fait quand on a une connaissance, par exemple, nous, on sait que c'est le soleil qui implique que le coq chante, et bien en fait, on va représenter ces liens structurels, ces relations de cause à effet par le graphe causal qu'on a ici, où une flèche indique en fait un lien de cause à effet. Donc, ça démarre de la cause et ça va toujours vers la conséquence. Et c'est ce qu'on appelle un graphe causal et c'est l'outil qu'on utilise pour réussir à faire la distinction entre des corrélations qui correspondent à des corrélations statistiques de cause à effet et les autres corrélations qui peuvent être parfois des corrélations qu'on appelle trompeuses parce que nous, on a envie de conclure qu'il y a une cause et un effet dedans, mais ce n'est pas le cas, c'est parce qu'en fait, il y a tout un chemin causal dans le graphe et du coup, il faut faire attention. Et donc, c'est avec cet outil-là qu'on arrive vraiment à faire plus de calculs et à tirer des conclusions plus logiques. Et donc, le but d'aujourd'hui, ça va être de trouver comment est-ce qu'on peut construire un tel graphe. Parce que c'est ça qui est vraiment l'outil majeur, j'ai envie de dire, de la causalité. Donc, pour finir le récap, la dernière fois, on avait vu qu'il y a un intérêt grandissant pour la causalité. On avait parlé d'économétrie, de prix Nobel d'économie, de Netflix, de LinkedIn, de Booking, d'Amassive, d'Equimetrix. Voilà, ça arrive un peu partout. On se pose souvent les questions pourquoi, d'où ça vient, comment ça se fait. Et ça, en fait, c'est des questions causales. C'est pas juste des questions de pure statistique. C'est pour ça que ça émerge un peu partout. Et enfin, dernier point un peu sur la théorie. Si je rappelle, comment est-ce qu'on fait de la causalité mathématiquement? Donc, on a 3 outils. Donc, le graphe qu'on a présenté précédemment, qui sont des DAG, Directed Acyclic Graph, donc des graphes dirigés dans lesquels il n'y a pas de boucle. Il y a les lois de probabilité, donc ça, on revient sur des outils statistiques qu'on a l'habitude d'utiliser, en tant que data scientist, voilà, des distributions de proba.
Et enfin, les équations structurelles. Donc là, imaginons on a le graphe, ben, c'est pour dire telle variable qui est causée par telle et telle variable, quelle est la fonction qui va la définir. Donc c'est ça les équations structurelles. Parce que juste la structure, ça ne suffit pas. Il nous faut aussi des fonctions pour définir les relations entre variables. Oui. Cette fonction est déterministe? Ça dépend de la modélisation en fait. Souvent, la modélisation sous forme de SCM, structural causal model, la fonction elle-même est déterministe, mais on introduit un bruit et c'est de là que vient la stochasticité. Donc, on introduit une variable de bruit. Mais la fonction elle-même est déterministe. Après, il y a d'autres visions en causalité, notamment celle qui s'appelle potential outcome, qui modélise des choses un peu différemment. Et donc là, je ne pense pas qu'on puisse dire que ce soit toujours déterministe. Au final, les résultats sont les mêmes. Quand on fait des calculs d'average treatment effect ou d'effets causaux, les résultats sont les mêmes avec les deux visions. Mais en fait, ça dépend de comment est formulé le problème. Donc, en fonction de ce qu'on a comme connaissance et comme données, on va plutôt adopter une vision ou une autre. Et ça, ce sont des choses qu'on abordera surtout dans les ateliers 3 et 4, en fait. C'est bon? Super. Et le fameux, voilà, c'est pour résumer, qu'est-ce qu'on peut faire avec la causalité, avec les différents niveaux. Donc, le niveau 1, qui est l'observation, on est passif, ça c'est ce qu'on fait tous les jours avec des statistiques. Donc, dans quelle mesure observer X change ma croyance sur Y? C'est juste que j'observe, c'est tout ce que je fais. Quand on arrive au niveau 2, le niveau d'intervention, où j'agis sur le monde, un peu comme si je faisais une expérimentation, que serait Y si je faisais X, si je l'imposais? Et donc là, c'est pour ça qu'on introduit une nouvelle notation qui est vraiment une intervention, une action. Le contrefait qui est pensé l'existence si on avait modifié quelque chose. Donc, c'est que se serait-il passé? Quelle aurait été la valeur de Y si jamais j'avais imposé X égale quelque chose d'autre, mais que j'avais conservé l'observation de tout le reste de mon environnement. Voilà, c'est ça l'idée du contrefait. Et donc ça, on peut le faire avec la causalité, mais sans la causalité, c'est pas possible, sans les notions causales. Voilà, c'était tout. Donc, vous n'avez pas loupé grand-chose. Je demandais juste si tout était clair pour tout le monde avant qu'on puisse passer à la suite. Dans la salle, ça avait l'air bon, et en ligne, si je n'ai pas de manifestation, on avance. Donc, on avance. On est parti. Donc, on part à la découverte du graphe causal. Et on va rentrer un peu dans les algos. Donc, l'idée, en fait, c'est déjà de vous expliquer, en fait, ce qu'il y a de différent entre ce qui est causal discovery et ce qui est le machine learning classique. Donc, l'idée, c'est que, dans tous les cas, notre point de départ, c'est les données. Et qu'effectivement, il y a des choses qui vont intervenir, c'est la qualité des données, est-ce qu'on a suffisamment de données, comment est-ce qu'on apprend, ok. Et la difficulté, c'est que en fait, on ne peut pas totalement inférer un graphe causal à partir des données d'observation. C'est un peu ce qu'on avait discuté la dernière fois. Les données d'observation, elles ne sont pas suffisantes. Donc, on va être obligé de se rajouter de l'information, de se rajouter des hypothèses pour pouvoir découvrir ce graphe causal. Donc, ces hypothèses, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est en gros dire que ce qu'on raconte avec le graphe causal et ce qu'on voit dans les données, eh ben, il y a bien un lien entre les deux. C'est en gros ce qu'on a mis entre causal Markov et causal Félix-Collins, et aussi qu'il n'y a pas des choses qu'on a loupées. Et là, pour le coup, vous voyez que toutes ces hypothèses, elles ne sont pas si évidentes que ça, parce que dire qu'en fait, on a observé des variables, bah, ce n'est pas forcément le cas, par exemple, dans les études médicales. Si, par exemple, j'essaie d'étudier quels sont les différents facteurs explicatifs du cancer du sein, bah, il y a peut-être des facteurs que je n'ai pas identifiés, des facteurs, par exemple, environnementaux, que je n'ai pas vus, que je ne connais pas et qui ne sont pas dans mes données. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cacher ça sous le tapis, on va oublier que ça existe et on va dire, on ne sait pas faire, donc ça n'existe pas. Donc, bon. Donc voilà, donc on est obligé de partir d'un certain nombre d'hypothèses qui ne sont pas forcément réalistes, mais qui sont importantes pour travailler. Donc, est-ce que ça vous va ou... Ok? C'est bon, ça pour tout le monde? Alors, donc,
Le point difficile, c'est effectivement le cœur de la causalité. C'est que la causalité, on essaie de comprendre des mécanismes. On essaie de comprendre le mécanisme d'un phénomène physique ou le mécanisme en fait qui est lié au fait d'avoir une pathologie ou un mécanisme qui est lié à un phénomène environnemental. Et que si on essaye de se baser uniquement sur les données d'observation qui sont liées juste aux corrélations, bah ça c'est quelque chose de compliqué. Et ce qu'on vient de voir, c'est qu'on est obligé de rajouter des hypothèses pour que toutes ces méthodes causales qu'on va vous décrire, pour que ça marche, bah, on est obligé de faire des hypothèses en plus. Alors nous, ce qu'on a essayé, c'est on va vous présenter deux types de méthodes, sachant qu'il y en a effectivement plein. On va vous présenter des méthodes qui sont autour de ce qu'on appelle l'algorithme PC, où en fait on va utiliser des tests d'indépendance entre variables pour essayer de découvrir le graphe causal, puisque le graphe c'est quelque chose qui encode des dépendances. Le graphe, ça sert à comprendre comment des variables sont mélangées les unes aux autres. Donc c'est assez logique de se dire que des tests d'indépendance, bah, ça doit permettre de découvrir ce graphe. Et puis, bah, il y a une autre possibilité, c'est d'utiliser ce qu'on appelle les noise-based méthodes, c'est-à-dire un peu de faire des régressions et puis de regarder la tête qu'ont les résidus. Et une fois qu'on regarde un peu à quoi ressemblent les résidus, de voir ce qui est cohérent, de voir ce qui est. Donc ça, c'est ce qu'on va vous présenter, et sachant qu'il y a encore plein d'autres méthodes qu'on vous a listées pour que vous ayez. Voilà. Donc voilà. Donc on est parti. Donc on va d'abord parler un peu de tout ce qui tourne autour des tests d'indépendance, et puis ensuite, ben, on va aller autour de tout ce qui est calcul de résidus et compréhension de la structure des résidus pour essayer de comprendre ce que c'est que le graphe causal. Alors ça, c'est si vous voulez tout savoir parce que le graphe causal. Tu as une question. Oui. J'ai déjà demandé, mais les transparents, vous les enverrez à la fin. Oui, je pense que oui. Oui, j'imagine, vous les met à disposition sur notre site, ce genre de choses. Donc le matériel est mis à disposition et on vous enverra un mail pour vous informer. Merci. Oui, ben, bien sûr, il y a tout qui sera disponible. Donc ça, bah voilà, donc ça c'est un résumé si vous avez envie de tout savoir sur les graphes causaux. Donc on ne pourra pas tout aborder, mais c'est pour que si jamais un jour vous avez envie de tout essayer, tout est là, enfin pas tout, mais ça vous donne un peu une idée, une overview un peu de tout ce qui existe, qui vous permet d'explorer un peu les choses avec les pros et les cons de chaque niveau. Alors, les différents challenges qui sont liés à la découverte du graphe causal, qu'est-ce que c'est? Eh ben, la première chose, c'est qu'on a des données. Donc, ces données-là, bah, il faut bien les préparer. Il faut tenir compte éventuellement du fait qu'on a des variables manquantes ou pas. Il faut tenir compte du fait que les variables qu'on regarde sont interprétables, ont bien un sens. Donc, bah, par exemple, si on combine des variables entre elles, vous allez perdre le sens de la causalité. C'est-à-dire, par exemple, nous, ce qu'on a envie de faire très souvent, pour décorréler, on a envie de faire des PCA, mais si vous faites ça, bah, vous allez perdre tout le sens de ce que vous faites. Donc, il faut garder des variables qui, sémantiquement, ont un sens. Et puis, en même temps, ce qu'on veut, c'est essayer de modéliser cette idée-là, qu'il y a des mécanismes indépendants qui sont à l'œuvre. Et bah, donc, il faut que tout ça se mélange bien, en fait ensemble. Voilà, donc ce que va vous démontrer Audrey avec brio tout à l'heure, c'est que l'expertise métier, c'est aussi quelque chose d'important et que ça peut être encodé dans le graphe causal. Donc ça va être toute une aventure qu'on va vous montrer. Et puis, bah, dès qu'on va faire des choses, bah, il y a tous les challenges qui arrivent assez classiques, c'est qu'il faut savoir est-ce qu'on a des variables continues, catégorielles ou pas. Quand on a des variables continues, si on essaie de les discrétiser, est-ce que tout ça on le fait bien? Voilà. Tous les challenges qui sont liés à la préparation des données. Il y a des parties qui sont assez classiques et puis il y a des parties, vous voyez, qui sont des challenges un peu propres à la causalité. Donc après, bah, effectivement, il y a toutes les autres questions. C'est que parfois, effectivement, il y a des choses qu'on n'a pas observées, il y a des variables qu'on n'a pas observées, mais qu'on peut observer en fait de manière un peu indirecte. C'est ce qu'on appelle les proxy measurements. On peut aussi voir en fait discuter aussi autour du plan d'expérience qui a été fait lorsqu'on a collecté en fait les données. Et puis il y a toute cette question d'intégrer l'expertise métier dans le graphe causal, qui est aussi une question importante. Et surtout, en fait, vous dans votre pratique, ce que vous allez essayer, c'est que le graphe causal soit pour vous quelque chose qui a du sens et essayer un peu d'encoder ça
dans votre graphe causal, que ça corresponde à l'expertise métier que vous avez. Oui. Quand vous parlez de métier, est-ce qu'il y a un paragraphe biais? Ça doit être traité ailleurs. Je ne sais pas si on va le traiter là, je pense qu'on va plutôt en parler après du biais. Donc, toutes les histoires de biais de sélection, des choses comme ça. Je pense que c'était plutôt dans les 3 et 4 qu'on avait l'intention d'en parler. Alors, du coup, j'ai ma réponse. ouais, parce qu'après, voilà, le biais, enfin, il y a plein de définitions et différentes du biais. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu entends par le mot biais, parce que comme si tu parles des biais de sélection, etc., oui, ça va après. Après, moi, par exemple, dans mes slides, dans la deuxième partie, je démarre en disant les données, les humains sont biaisés, pas de la même façon, mais dans les deux, il y a des problèmes. Hein. Donc, enfin, voilà, ça dépend de quel biais tu parles. Je ne sais pas si tu as une question plus particulière. Moi, c'est par rapport au dataset qui lui-même déjà. Ouais, c'est le biais de sélection, ouais. Et déjà, on va dire, a déjà une orientation particulière. Oui, oui, bien sûr. Ça, tout à fait. Hein, du coup, c'est ça. L'idée, c'est d'utiliser la connaissance humaine, parce qu'on dit expertise métier, mais voilà, c'est plutôt vraiment ce qu'on faut comprendre en tant qu'humain pour compenser justement ces problèmes dans les données, parce qu'il n'y a pas que les biais, il y a plein de problèmes, mais ces problèmes dans les données, et inversement, c'est-à-dire quand on a des croyances qui sont en fait pas vraies, réussir à les mettre en avant avec ce qu'on a comme, je dirais pas de preuves, parce que c'est quand même que des observations, mais avec voilà, des quantités qu'on peut mesurer dans les données. Donc, ça va dans les deux sens. Ce qui est intéressant quand même, c'est que par processus, et notamment ce qui va arriver après sur les éléments incorporés des avis externes, ça permet aussi de mitiger en fait, une partie de ces biais-là, parce qu'on arrive avec un consensus. Donc, on a une modélisation de représentation du monde et on cherche extra-données. Est-ce que cette représentation fait sens ou pas par rapport à notre compréhension des choses? Ce ne sera jamais parfait, et ça permet de faire rentrer en fait, des process après d'entreprise, de gouvernance, sur comment est-ce qu'on peut gérer ces éléments. Merci. Okay. Voilà, alors maintenant on va rentrer un peu dans les principes. Donc, moi, ce qu'on va rentrer, c'est dans les algorithmes de type PC, qui sont ce qu'on appelle les méthodes qui sont basées sur les tests d'indépendance. Alors, les étapes, globalement, qu'est-ce que c'est? C'est que d'abord, on ne va pas s'occuper, donc on veut trouver un DAX, c'est-à-dire un graphe qui est orienté. Ben, dans un premier temps, on ne va pas s'occuper de l'orientation, on va essayer de trouver ce qu'on appelle le squelette, c'est-à-dire de trouver les dépendances qu'il y a entre les variables sans s'occuper du graphe. Ensuite, on va essayer de trouver des blocs particuliers qu'on appelle les V-structures, et puis je vais vous rappeler ce que c'est. Et puis après, une fois qu'on a trouvé une partie des orientations, ben, on va essayer de trouver tout le reste. Et comme trouver tout le reste, ben, ce n'est pas facile, ce n'est pas identifiable, il n'y a pas une seule réponse en fait à la question. Et ben, en fait, on va se donner des règles qui sont assez intuitives et que je vais essayer justement un peu d'expliquer. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le squelette? Ben, là, vous avez un graphe orienté. Et puis, en fait, ce graphe orienté, ce n'est pas ce qu'on va essayer de trouver tout de suite. On va d'abord se débarrasser de cette question-là de l'orientation et on va d'abord essayer de trouver un peu toutes les dépendances qu'il y a entre les variables, indifféremment des directions qu'il y a. On va essayer de comprendre, en fait, qu'est-ce qui marche ensemble et qu'est-ce qui ne marche pas ensemble. Ça, c'est la première étape. Ensuite, ce qui se passe, oui. Et du coup, est-ce que ça ne peut pas être automatisé avec des machines learning? Ah oui, bien sûr. Effectivement, c'est ce qu'on va faire. Donc là, pour le moment, j'explique les étapes. Et effectivement, il y a une partie qui va être automatisée et qui va être basée sur les tests d'indépendance. Donc, effectivement, pour trouver tous ces liens, eh ben, ce graphe-là, qu'est-ce qu'il encode? Il encode des dépendances ou des indépendances, quand les nœuds sont pas reliés entre eux. Et donc, dans ce cas-là, la manière naturelle de faire, ça va être de faire des tests d'indépendance ou d'indépendance conditionnelle. Donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que si vous regardez, en fait, on avait parlé la dernière fois, on avait dit qu'il y avait des briques de base dans nos graphes orientés. Donc là, la première chose qu'on s'est dit, bon, voilà, dans les graphes orientés, il y a deux choses. Il y a la structure et il y a ce qui n'est pas orienté. Et maintenant, si on veut orienter, en fait, on se rend compte qu'il y a deux paquets, en fait. Si je prends des blocs de 3, il y a des briques de base. Et ces briques de base, elles se divisent en deux. Ça, du point de vue données d'observation, si ça vous écrivait, en fait, les lois jointes des 3 variables x, y, z, vous allez vous rendre compte que ça marche ensemble, et puis que ça, c'est une structure de dépendance qui est un peu différente, en termes, puisque x et y, ici, c'est indépendant, mais que conditionnellement à z, ça devient indépendant, et alors que là, c'est exactement l'inverse. Okay.
Donc, du point de vue de la structure d'indépendance ou d'indépendance conditionnelle, on a 2 paquets. Et ces 2 paquets-là, on va pouvoir les distinguer en utilisant des tests d'indépendance ou d'indépendance conditionnelle. Donc ça, c'est important parce qu'en fait, quand on regarde cette structure-là, elle signifie que quand on rajoute des variables, on a quelque chose de très contre-intuitif. C'est-à-dire que quand vous rajoutez de l'information, logiquement, ça doit vous arranger votre affaire. Et bien là, on se rend compte que là, si on rajoute de l'information, on rajoute une variable en plus, en fait, ça nous complique notre situation. On crée de la dépendance, en fait. On crée une dépendance qui n'y était pas au début. Et on a quelque chose de très contre-intuitif, dont il faut en quelque sorte qu'on se débarrasse. Il faut qu'on identifie et qu'on mette à part. Et ça, c'est des structures qui sont à part qu'il faut qu'on identifie. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va identifier en fait les liens qui rencontrent un peu tout le monde, un peu de manière indirecte. Et puis, ces structures-là, et effectivement, c'est exactement ce que tu dis, va falloir faire des tests d'indépendance ou d'indépendance conditionnelle, puisque ces 2 paquets-là, ils sont différents du point de vue indépendance ou indépendance conditionnelle. Alors, je vous ai mis en fait quelques exemples de tests d'indépendance et d'indépendance conditionnelle. Je vous ai mis l'algo, et puis je ne vais pas rentrer dans les détails absolus, puisque tout est dans les slides. Mais après, ce que je vous propose, ce qui est sympa dans l'atelier, c'est de pratiquer. Donc, je vais vous montrer un peu comment c'est structuré. Et puis après, si vous avez des questions pendant l'atelier, on regarde ça ensemble. Mais on s'amuse avec les données d'abord, parce que c'est un peu. Alors, donc en gros, ici, on va arriver à distinguer ce paquet des 2 autres, mais vous voyez qu'une fois qu'on aura fait tout ça, on ne va pas arriver à orienter toutes les arêtes. On ne va pas orienter tout le monde, parce que là, par exemple, vous voyez, du point de vue données d'observation, ce n'est pas possible de distinguer ça et ça, parce que ça, c'est exactement la même structure de dépendance, puisque là, X et Y sont dépendants conditionnels, sont dépendants l'un de l'autre. Et puis, par contre, c'est conditionnellement indépendant. Donc, si on fait des tests d'indépendance, discriminer ça et ça, c'est juste impossible. Donc, il va falloir qu'on se donne des règles en plus. Il va falloir qu'on se dise, de manière un peu dictatoriale, il va falloir qu'on dise, OK, on va se donner des règles pour différencier ça, parce que sinon, on ne va pas s'en sortir. Et donc, il y a des règles qui sont là. Donc, il y a une première règle qui nous dit, je ne vais pas créer de V-structures nouvelles. Une fois que j'ai identifié mes V-structures, j'en ai plus d'autres. Donc, si je dois orienter cette arête, je ne vais pas l'orienter dans ce sens-là, parce que je crée une structure, donc je l'oriente dans ce sens-là. C'est arbitraire. Là, ce qu'on dit, on dit on ne veut pas créer de cycle, parce que le cycle, ça m'embête, ça tourne dans tous les sens, je n'y comprends rien, c'est une structure que je ne comprends pas bien, puisque j'ai plus de cause et j'ai plus de conséquences. Si on tourne en rond, c'est quelque chose qui n'est pas bien compréhensible et bien interprétable. Donc, je me débarrasse de ce cas-là. Donc, ici, l'arête, je ne l'oriente pas dans ce sens-là, je l'oriente dans ce sens-là. Et puis là, c'est un peu pareil. Si j'oriente l'arête ici, c'est pareil, je crée un truc qui potentiellement peut créer des cycles. C'est un truc auquel je ne comprends rien. Je ne vais pas arriver à l'interpréter bien comme il faut. Je me débarrasse de ce que je ne sais pas faire. Donc, ces règles-là, elles sont un peu autoritaires. Elles sont là pour avoir quelque chose qui est bien compréhensible, qui est bien interprétable, et pour me débarrasser des choses que je ne sais pas bien. Juste pour illustrer, si je peux ajouter, je pense que la règle 1, elle semble assez logique parce que c'est plus se dire, si j'ajoute une V-structure, c'est faire l'hypothèse que je n'aurais pas détecté avant alors que j'ai déjà détecté tout le monde. Donc la règle 1, elle semble logique. Enfin, c'est pas juste un truc autoritaire. Autant les 2 autres règles, qui semblent de nouveau très autoritaires, là, comme tu me dis, mais ça fait référence au fait qu'on fait l'hypothèse qu'on observe toutes les variables. C'est ça le truc. Parce que c'est possible d'être dans la situation R2, par exemple, avec X et Y qui sont liés, mais on n'arrive pas à savoir dans quel sens ça va. Et en fait, ça peut être causé par soit X cause Y, soit Y cause X, soit il y a une cause commune aux 2. Mais cette cause commune, vu qu'elle n'est pas dans notre jeu de données, notre algorithme ne va pas réussir à faire la différence. Et c'est pour ça que nous, on fait la règle arbitraire parce qu'on fait l'hypothèse qu'on a tout mesuré. Donc, cette cause commune, elle est censée ne pas exister. On fait l'hypothèse et elle n'existe pas. Et c'est pour ça qu'on peut conclure qu'il y a la flèche dans ce sens-là. Mais voilà, c'est pas juste pour dire que c'est pas stupidement je décide ça parce que ça m'arrange. C'est aussi qu'on a mis le cadre qui va bien autour, quoi. C'est vrai, ouais, c'est vrai. Ouais, carrément. Et bien voilà, du coup, effectivement, donc, vu qu'on a fait des hypothèses, qu'on a tout observé et qu'on a tout vu, et effectivement, on a les règles du monde. Donc, on peut continuer à la découverte de notre graphe causal. Et donc, on a un algorithme qui résume un peu ça.
Alors, cet algorithme, je ne vais pas vous expliquer l'algorithme PC, c'est une amélioration. Cet algorithme-là, du point de vue computationnel, il est horrible. C'est-à-dire qu'à un moment, vous voyez que vous allez chercher, vous regardez toutes les paires possibles, et puis vous allez chercher tous les sous-ensembles possibles, et ça, du point de vue computationnel, c'est horrible. Donc, on ne le fait pas. Et en fait, on a un algorithme qui est beaucoup mieux fait, qui est l'algorithme PC. Et cet algorithme PC, vous pouvez aller le voir dans les slides si vous avez envie. Il y a des petits détails, des petits exemples, etc. C'est juste que, voilà, c'était le SGS, il est simple à comprendre, mais par contre, côté implémentation, c'est juste ça. Donc, on oublie. Et là, vous voyez que tout ce qu'on a raconté, c'est basé sur les tests d'indépendance. Donc, on a donné quelques exemples de tests d'indépendance. Et on vous mettra un autre book où, en fait, bah, il y a tout qui est fait, en fait, avec des paquets. Qui est fait, qui existe. Alors, donc ça, c'est si vous avez envie d'en savoir plus sur l'algorithme PC et que vous êtes passionné par l'algorithme PC, vous pouvez y aller. C'est expliqué et n'hésitez pas à nous insulter, à nous envoyer des questions. N'hésitez pas, avec plaisir, ou à nous poser des questions pendant l'atelier. Donc ça, c'est des détails sur l'algorithme PC. OK. Alors, est-ce que ça, c'est bon, la découverte du lance causal pour tout le monde jusque-là? Et donc, utiliser des tests d'indépendance. Donc là, en fait, le truc, c'est qu'en fait, il y a des structures qui se découvrent bien avec les notions d'indépendance et d'indépendance fonctionnelle. C'est ça le message de base. Et puis, effectivement, bah, après, comme on a été obligé, comme on n'a que des données d'observation, on est obligé de se rajouter de la structure en plus, de l'hypothèse en plus, de la modélisation en plus, bah, pour justement lever les ambiguïtés et pour essayer de comprendre ce qui va. Voilà. Donc ça, c'est le point clé. Et à partir de ça, on arrive à faire designer des algorithmes plus ou moins efficaces. Alors maintenant, il y a une deuxième classe d'algorithmes. C'est d'essayer, la question que vous posez tous, c'est vous en machine learning, ce que vous faites depuis que vous êtes tout petit, vous apprenez des modèles. Bah oui. Je suis tout petit, l'informatique quand j'étais petit. Oh, si. Alors, donc, début de la première chose, le premier mouvement du data scientist, c'est de faire de la régression ou des modèles de machine learning et d'essayer d'avoir les résidus les plus petits possibles. Donc, c'est ce qu'on fait tous. Donc, quel est le lien entre tout ça et puis le lien entre tout ce qui est causal discovery? Nous, ce qu'on a envie de faire dans la vraie vie, on a envie d'apprendre un modèle de machine learning et puis que ce modèle de machine learning, il nous apprenne. C'est ce qu'on a envie de faire. Alors, la question, c'est est-ce que ça, c'est bien raisonnable de le faire? Alors, donc, on va essayer de partir d'un cas simple. Un cas simple, on a deux variables. On part du principe qu'il y en a un, c'est la cause, l'autre, c'est l'effet. Et puis, est-ce qu'en fait, si on utilise nos modèles de machine learning préférés, est-ce qu'on va arriver à voir qui est la poule ou qui est l'œuf? Ou qui de la poule a fait l'œuf? Parce que la poule et l'œuf, on arrive à les différencier. Voilà. Donc là, une fois qu'on est là, qu'est-ce qu'on fait? En fait, ce n'est pas toujours possible. Et les méthodes noise-based, leur but, c'est d'essayer de faire de la régression, de regarder la tête des résidus et d'essayer de comprendre si à partir de ça, on arrive à se faire une bonne idée de ce qui se passe. Alors, il y a un fondement mathématique et théorique à ça, que je vais essayer de vous expliquer un peu avec les mains. La chose, c'est la suivante. Donc, on va partir sur... là, vous avez fait ça quand vous étiez petit, c'est pas possible. Donc, quand vous étiez petit, vous avez fait des droites et vous avez fait de la régression linéaire. Donc, le truc le plus simple, c'est quoi? C'est j'ai deux variables et je fais une régression linéaire. J'essaye de dire, là, je régresse Y sur X ou X sur Y. Voilà. Et dans les deux cas, qu'est-ce qu'on a? On a Y égale à X, je vais le bon, peu importe. Le point important, qu'est-ce que c'est? Le point important, c'est le résidu. Ce qu'on a envie de dire, c'est qu'en gros, si tout se passe bien, qu'en fait, X, c'est la cause et que Y, c'est l'effet, si tout se passe bien, il y a bien une relation entre X et Y, et puis il y a des choses qu'on n'a pas mesurées, il y a des choses qui ne sont pas incluses dans le modèle, mais ces choses-là, elles n'ont rien à voir avec le mécanisme qui nous intéresse. Et ça, c'est le fond des choses, c'est que le résidu, c'est-à-dire ce qui reste, ce qui n'est pas inclus dans notre mécanisme causal, si c'est un vrai mécanisme causal, c'est quelque chose d'indépendant, c'est quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec le phénomène physique, ou mathématique ou environnemental qu'on essaie d'inférer. Et c'est ça ce qu'on est en train de dire. Ce qu'on est en train de dire, vous voyez qu'ici, cette équation-là, si vous l'inversez,
bien sûr, vous allez arriver à inverser la relation linéaire. Il n'y a aucune difficulté algébrique à ça. Mais si vous l'inversez, vous voyez bien qu'en fait, on se retrouve avec quelque chose. On a bien x qui s'écrit blablabla y plus un bruit, ça oui. Mais le résidu, maintenant, il est lié à notre phénomène. Là, c'est qu'on n'arrive plus à séparer les effets. Il y a tout qui se mélange. On n'arrive pas à séparer le phénomène physique qu'on a envie de mesurer, le x, c'est-à-dire l'impact, notre variable cause, et puis tout ce qui reste, tout ce qu'on a envie de séparer. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est que ça cloche. C'est qu'il y a un truc qui ne marche pas. C'est qu'il n'y a pas un vrai mécanisme causal. Et les méthodes noise-based, elles se basent là-dessus. Donc, il y a un théorème qui est vrai dans le cas linéaire. Ce théorème-là, en fait, il peut s'étendre dans le cas non linéaire. Et puis après, en fait, on peut faire tout ce qu'on veut. C'est-à-dire que, une fois qu'on a plein de variables, on peut prendre les variables 2 à 2, et puis en fait, on prend une paire, on oriente, on prend une autre paire, on oriente, et on crée un algorithme qui s'appelle le Boolean, et qui a une tête un peu barbare comme ça. Mais en fait, il n'y a rien, entre guillemets, dans cet algorithme, c'est-à-dire qu'en fait, on oriente 2 à 2 les paires de variables. Et en gros, on dit, voilà, si ça marche bien dans le bon sens, et en fait, il y a notre variable cause, un effet résiduel qu'on ne mesure pas, qu'on ne connaît pas, de toute façon, c'est dans la vraie vie, c'est tout le temps comme ça. Et cet effet résiduel, il n'a rien à voir avec le phénomène qui nous intéresse. Et vous voyez qu'en fait, ce qui est encore clé là-dedans, dans toute cette histoire, c'est des tests d'indépendance. Vous voyez qu'il y a un test d'indépendance qui est caché derrière cette ligne barbare, et en fait, on essaye de regarder de l'indépendance. Donc, on a toujours de l'indépendance. Voilà, donc là, vous avez, si vous avez envie de vous passionner pour tout ça, vous avez un peu l'algo PC bien détaillé, le fait qu'on puisse faire du non linéaire, et puis la méthode équipe. Voilà, donc on est parti pour la méthode équipe. Je te laisse passer. Alors, peut-être avant de commencer, le notebook que vous allez. Ah non, désolé. Je le rajouterai après. Il y a un petit notebook, effectivement, sur les tests d'indépendance professionnelle. Ça, je le rajouterai après. Mais on ne va pas l'utiliser exactement. Enfin, il a été intégré dans la méthode. Oui, toutes les fonctions sont dispo. Voilà, tout est self-contained. Après, je ne suis pas sûre que dans le notebook, il y ait une partie pour utiliser précisément les tests. Exactement. C'est à appeler les fonctions qui utilisent. Exactement. Tout est bien fait dans la méthode équipe. Ok, très bien. Donc, si je résume, on a vu deux classes de méthodes de causal discovery, et il y en a encore plein d'autres. Parce que c'est un domaine de recherche très actif, et donc il y a plein d'autres choses qui sont faites à l'état de l'art. Là, c'était les algorithmes classiques, qui sont les plus simples à comprendre et qui sont un peu plus vieux. Voilà. Mais qui sont très importants et logiques, intuitifs, j'ai envie de dire. Et nous, chez Eki, on s'est basé là-dessus pour construire ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc, c'est ce qu'on va vous présenter là. Donc, notre idée, comme je disais tout à l'heure, c'est que les données et les humains sont biaisés. C'est-à-dire, si on regarde que les données, on va arriver à des conclusions qui ne sont pas bonnes. C'est ce qu'on a vu dans l'intro au début. Mais si on n'écoute que les êtres humains, c'est pareil. On a tendance à avoir des croyances ou à être biaisé par nature. On connaît tous ces problèmes de biais parce que il y a plein de choses démontrées. Par exemple, quand on est européen, on a du mal plus facilement à différencier des visages qui ne sont pas européens, mais ça, c'est par nature parce que. Et puis, c'est vrai pour tous les types, pour toutes les personnes dans le reste du monde. Donc, quand on a l'habitude de voir un certain type de visage, on a beaucoup de mal à différencier les visages. Et ça, c'est un biais humain de base parce qu'on est entraîné en moyenne sur un dataset particulier, j'ai envie de dire. Et en fait, c'est ça. Et donc, il y a des biais des deux côtés. Et donc, c'est important d'essayer de tirer profit des deux en même temps. De tirer le plus possible. Donc, je ne suis pas en train de vous dire que nous, ce qu'on fait, il n'y a pas de biais, on résout tous les problèmes, c'est pas vrai. On essaye, en fait, de challenger les deux côtés, de les unifier, comme disait Fabien tout à l'heure, et d'arriver, en fait, à se mettre d'accord sur une modélisation qui ne contredit personne. Ça ne veut pas dire que c'est la bonne, mais ça veut dire que c'en est une qui marche pour les données et qui marche aussi pour les humains qui disent, les consultants disent, ça fait sens de dire que blablabla.
Voilà, c'est vraiment ça l'idée de notre méthode de la big picture. Donc là, on a quelques exemples. Donc, les problèmes dans les données, il peut y avoir des erreurs de mesure, il peut y avoir des variables non observées, on peut avoir des biais d'observation, des biais de sélection, comme on disait tout à l'heure. On peut être en faible régime de données, parce que souvent, tout ce qui est démontré dans la littérature, c'est sous hypothèse d'une quantité infinie de données, et ça n'existe pas. Et plein d'autres choses. Donc là, je vais juste lister les choses auxquelles en fait, on fait face tous les jours, pour ainsi dire. Et de l'autre côté, sur la connaissance expert, on peut avoir une fausse connaissance, ou alors le fait qu'on a des raisonnements aussi qui sont non instantanés. Par exemple, nous, quand on fait du marketing, on a des effets long terme, mais là, dans la causalité, comme on l'aborde aujourd'hui, on fait l'hypothèse que tous les effets sont instantanés. On n'a pas de notion temporelle. Donc ça, c'est des choses aussi à prendre en compte, nous, quand on va faire nos modélisations. Et ça peut être un peu compliqué à déterminer, quoi. Et après, les biais humains dont j'ai mentionné précédemment. Donc voilà, problème des deux côtés. Et nous, on va essayer de mélanger les deux en espérant que les humains vont nous permettre d'identifier les problèmes dans les données et que les données vont nous permettre d'identifier de potentiels biais humains. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? J'ai envie de dire mathématiquement, c'est très simple. Si on part des données, on va regarder les données, on va faire des tests d'indépendance 2 à 2 sur les variables et voir quelles variables sont dépendantes ou pas. Et donc, si on a deux variables qui sont dépendantes, ça veut dire qu'il y a dans notre graphe, donc là on est sur le côté de la slide, soit un chemin de x vers y, soit un chemin de y vers x, ou alors que les deux ont des parents en commun. Donc, si jamais on a cette dépendance-là dans nos données, ça veut dire forcément qu'il y a au moins une des trois possibilités dans notre graphe qu'on utilise aujourd'hui. Comme ça nous permet de vérifier le graphe quand c'est dans ce sens-là. Est-ce que les données sont d'accord avec mon graphe? Et puis, je peux faire pareil dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'avec mon graphe, je vais extraire toutes les règles de dépendance ou d'indépendance. Plutôt indépendance, c'est un peu plus pratique. En général, on a moins de règles d'indépendance que de règles de dépendance. Donc, je vais sortir toutes mes règles d'indépendance qui sont traduites dans mon graphe et je vais vérifier si dans mes données, j'ai bel et bien les mêmes indépendances. Et si jamais je me rends compte que, ah ben non, mon graphe, il dit que x et y sont indépendants, mais dans mes données, je vois qu'il y a une dépendance entre les deux. Et bien là, se pose la question, cette dépendance-là, est-ce qu'elle est liée au fait que c'est vraiment dépendant dans la vraie vie et donc j'ai fait une mauvaise hypothèse, il faut que je modifie mon graphe? Ou est-ce que c'est parce qu'il y a un biais de sélection? Parce que quand on regarde une sous-partie du problème, on peut avoir des variables qu'on a l'impression qu'elles sont dépendantes alors que ce n'est pas le cas. Et donc après, au final, c'est à l'humain quand même de prendre la décision. Ce n'est pas une méthode totalement automatisée. C'est à nous de décider, est-ce que je fais confiance à mes données ou est-ce que je fais confiance à mon graphe au final? Mais là, au moins, on se pose la question, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est sur les indépendances déjà 2. Et ensuite, on fait aussi des tests d'indépendance conditionnelle, cette fois-ci. Donc c'est vraiment la même idée, on va dans les données et dans le graphe, mais c'est juste d'autres notions, c'est-à-dire dans le graphe, on va chercher tout ce qui est déséparé, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est juste une règle mathématique, et puis il y a une fonction network X pour faire ça, donc on a juste appelé ça, et on dit OK. Et on regarde donc si dans nos données, on avait les bien X qui est indépendant de Y conditionnellement à W. Et si ce n'est pas le cas, toujours pareil, on se pose la question, OK, est-ce que c'est parce que dans la vraie vie, c'est dépendant ou est-ce que c'est parce que dans mon jeu de données, il y a un problème et donc c'est toujours à l'humain de prendre la décision, je veux dire au data scientist, de se dire, c'est moi qui décide à la fin quelle est la bonne décision à prendre. Ça, c'est notre méthode. Donc, c'est vraiment assez basique, j'ai envie de dire. Mais c'est un bon moyen de mélanger connaissances expertes, métiers et analyse des données et théorie un peu comme ça d'indépendance conditionnelle, comme on a vu pour construire les algorithmes. Parce qu'en fait, nous, ce qu'on fait, on essaye d'évaluer des impacts de campagnes marketing divers et variés. Donc, en fait, c'est un problème qui est quand même assez intuitif pour un humain. C'est-à-dire, on sait que, je sais pas, la météo, ça peut influer sur telle vente, que le média, en fonction de ce qu'on promeut, si on fait une promotion, ça va plutôt influer sur le volume de vente, plutôt que sur les prix de vente. En théorie, ça ne va pas changer. Bon, etc. Et donc, on a déjà un peu une idée de notre graphe causal.
en gros, et c'est ça qui est bien, et c'est pour ça qu'on a une méthode comme ça. Et j'ai l'impression que dans la plupart des cas, on a déjà, en gros, un peu un graphe en tête. Et il y a quelques endroits qui posent problème. Et c'est pour ça que c'est important de les regarder dans les données. Et c'est pour ça qu'on a une méthode comme ça. Ce qui est intéressant en complément, c'est que ça permet justement d'expliciter ces hypothèses qu'on a implicitement en tête. Et qu'on mène, en fait, même quand on fait du machine learning classique, finalement, on compare toujours par rapport à quelque chose qui a un raisonnement causal en tête. C'est vrai. Tout à fait. Tout à fait. Et dernier petit truc que je peux ajouter, en faisant écho à ce qu'on disait tout à l'heure, si jamais on se retrouve aussi avec des X, Y qui sont dépendants, mais qu'on sait qu'on n'a pas de biais de sélection, que nous, on pense que c'est indépendant, juste 2 variables telles quelles dans une donnée, ça veut peut-être dire aussi qu'il nous manque une variable qu'on n'a pas mesurée. Et ça permet aussi de mettre ça en avant. Voilà. De se dire, est-ce qu'il y a un truc en plus que je peux mesurer? Et au final aussi, quand on a un graphe comme ça, si on arrive en fait à isoler un peu une partie du graphe qui ne nous intéresse pas, on peut aussi réduire la quantité de variables à observer. Donc ça nous permet en fait de faire tout ce travail en amont. Et donc pour résumer la méthode, en 1, nous on part de ce qu'on appelle le business sense, donc l'expertise, la connaissance humaine, on va dire. On a un graphe de base. On va donc causal modélisation sur notre graphe de base. On va regarder, donc estimate identification, c'est pour regarder si on arrive à calculer les effets causaux qu'on veut calculer. Parce que sous certaines structures, avec des variables non observées, on est incapable de calculer un effet causal. Donc en fonction des structures de graphe, des fois, on ne peut pas calculer ce qu'on veut calculer. Sauf que nous, le but, c'est d'avoir un résultat à la fin. Donc notre critère numéro 1, c'est bon, est-ce que mon modèle, je peux jouer avec? Si je ne peux pas, je vais le modifier, quitte à ce qu'ils sont un peu faux. Mais mon critère numéro 1, c'est est-ce que je peux faire quelque chose avec? Voilà. Ensuite, on passe à l'étape 3 où on introduit les données. Donc ça, c'est ce que je viens de vous présenter avec les tests d'indépendance 2 à 2 et indépendance conditionnelle. En plus, nous, en pratique, dans la vie de tous les jours, on utilise des tests de robustesse qui sont implémentés dans du web, mais on ne mentionne pas ça aujourd'hui, on en parlera dans les tests 4. Et enfin, graph validation, c'est la partie où vraiment là, c'est le data scientist qui dit bon, bah, ok, j'ai tous mes résultats de tests d'indépendance. Qu'est-ce qui ne va pas entre mes données et mon graphe? C'est moi maintenant qui décide, ok, je prends ça en compte ou je ne le prends pas en compte. Et est-ce que je modifie mon graphe ou pas? Et du coup, on est sur un cercle itératif parce que dès qu'on a une modification dans le graphe, ça peut changer l'ensemble des listes de tests d'indépendance à réaliser. Donc, c'est pour ça qu'il faut tout refaire jusqu'à ce qu'on soit content et qu'on fasse une boucle et qu'on se dise, bon, bah, OK, il n'y a plus d'incohérence. Ou alors, toutes ces incohérences, je les rejette parce que je sais que c'est juste un problème mathématique de mon test d'indépendance. Juste de manière pratique, en général, vous travaillez sur des sujets qui ont combien de données différentes? De variables, de variables différentes. C'est assez variable en fait. Nous, on a testé ça avec un problème avec une quinzaine de variables. Après, on est passé sur quelque chose, donc à peu près une quinzaine de variables. On a testé 2-3 fois avec une quinzaine de variables, avec par contre des différences de quantité de données. Et il faut beaucoup, en fait, moins tu as de données, plus tu vas avoir des tests d'indépendance où les résultats vont être. Parce que pour tester une indépendance, il faut quand même que tu aies assez de données. Parce que si tu n'as que 5 observations, tu ne vas pas réussir à faire grand-chose. Donc après, c'est ton volume de données aussi qui va être problématique. Mais ça peut être réalisé avec beaucoup moins de variables aussi. Et à ce moment-là, ça devient beaucoup plus facile. Et presque, cette méthode-là, elle ne sert plus à rien si on n'a plus beaucoup de données, j'ai envie de dire. Parce que du coup, ça revient juste à faire 2 ou 3 tests d'indépendance. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête à faire tout le cycle compliqué, je pense. Et quand tu as 15 variables, tu pars déjà d'un graphe expert et il y a déjà une idée en fait de après comment ce qu'on ces variables appelle sont imbriquées les unes dans les autres. Ouais, ce qu'on appelle graphe expert, ça peut être juste des règles de bon sens aussi. C'est-à-dire, c'est le data scientist qui fait son premier graphe. Si on peut avoir de l'aide des clients avec qui on travaille pour savoir si ça fait bien sens, même si eux ne vont pas forcément comprendre ce que c'est qu'un graphe causal. Donc, il faut réussir à leur parler plus de liens directs, bon, bref. Voilà. Si on peut valider avec eux avant, c'est cool. Mais souvent, c'est à nous de le faire nous-mêmes. Mais comme je disais, le marketing, c'est souvent un peu la même chose. Et peut-être juste d'un secteur à un autre, il y a quelques petits trucs qui changent. Ouais, donc après, c'est l'expérience, en fait. C'est l'expérience où tu vas te dire, mais une promo, ça a de bonnes chances d'influencer les ventes. Et c'est pas la vente
qui influence la promo, par Oui, voilà, mais ça c'est impossible. Enfin, Ah ouais. sauf sur le long terme, parce que forcément, les gens après ils réagissent aux effets qu'il y a eu Ouais, l'année bien sûr. dernière. Donc, voilà. Mais oui. D'accord. Moi, j'ai une... Tant pis, vas-y. Non, non, après. Moi, j'ai une question. Tu as dit tout à l'heure, on veut calculer des effets causaux. Ma question est, il semblerait qu'il y a des fois où on ne peut pas. Ouais. Alors, est-ce que ça veut dire que des effets causaux, ou des effets, on peut toujours en calculer? La valeur est calculable, sauf si on émet l'hypothèse qu'il y a des variables cachées. Mais sinon, Ouais. on peut toujours calculer. Ce qui se passe, c'est sans doute que la valeur obtenue est mauvaise ou erronée. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui. Je voulais préciser que vu que nous, on utilise do while, on ajoute quand même qu'il y a des variables cachées. C'est-à-dire qu'on ajoute dans notre graphe toujours des variables cachées qu'on ne peut pas observer. Par exemple, typiquement, ça va être l'influence de l'équipe marketing. C'est même quelque chose qu'on ne peut pas mesurer. Enfin, c'est plus conceptuel qu'autre chose. Mais en fait, ça va lier des variables entre elles et qui, sans ça, seraient indépendantes. D'accord. Et donc, ça va changer les relations de dépendance entre les variables et les tests d'indépendance à tester. Donc, c'est pour ça que nous, on a toujours au moins cette variable-là qui traîne et qui nous embête un peu pour calculer des effets des fois. Et que veut dire ne pas pouvoir calculer des effets causaux? Typiquement, après, on se retrouve dans un graphe où il y a ce hidden confounder, du coup, qui est là. Et si on n'a pas d'autres variables sur lesquelles conditionner pour couper le backdoor, par exemple, on n'a pas de critères. On ne peut pas faire de set d'ajustement. Tu peux faire le calcul, mais il est faux. Il est erroné. Il y a un biais. Oui, il est fait par l'identifiable. Il n'est pas identifiable. Tu ne peux pas répondre à la question. Oui, c'est ça. Il n'est pas identifiable. Et c'est ça, tu peux faire un calcul, mais qui est faux. Et ton. Ouais. C'est ça. Ouais. Oui. Du coup, ça signifie que dans ton graphe, tu peux apparaître une variable pour laquelle tu n'as pas de données. Et du coup, tu peux pas faire de chemin qui lie une variable avec une. Si jamais c'est l'intermédiaire, c'est ça? Oui. Ouais. Moi, j'aurais complété enfin, j'avais la même question, mais moi, j'aime bien des choses concrètes. Donc, on va acheter dans un magasin un produit, et en fait, on fait une prédiction, sauf que la prédiction ne marche plus parce qu'il y a le Covid qui arrive. Donc, je suis concret, on explose les ventes de PQ et on explose les ventes de Ouais. Ça, je pense que ça parle à tout le monde. Ouais. Sauf que là, du coup, votre graphe, il peut anticiper ce genre de choses, ou dans votre variable vous avez dit pas savoir, ça va apparaître là-dedans. Alors, si on fait un. Et là, on n'est pas dans le marketing, là, c'est vraiment l'environnement qui change d'un coup. Donc, c'est en fait une rupture systémique. En théorie, oui. Si dans notre graphe, déjà en amont, il y avait le Covid dedans. Enfin, il faut qu'on l'ait quand même dedans. Donc, tu as pris l'exemple du Covid. Ça, honnêtement, à la fin, en pratique, pour moi, c'est impossible parce que personne ne pouvait anticiper que le Covid allait arriver, donc personne ne l'aurait modélisé dans le modèle. Mais si on prend un exemple météorologique, où il peut y avoir un cyclone. Des cyclones, on en a déjà observé, mais c'est moins fréquent, donc ça peut se rapprocher un peu de ton exemple. Mais prenons ça. Donc, on a déjà quelques observations pour ça. Donc, on peut essayer d'estimer en amont des choses. Et en fait, il faut qu'on l'ait dans la modélisation, c'est-à-dire que ce soit dans le graphe, dans le modèle. Et après, nous, ça reste une question, j'ai envie de dire, qui est même en dehors de la causalité. C'est une question très générale sur la prédiction. À quel point on est capable d'anticiper la valeur d'une variable dans le futur qui va être utilisée en input pour notre prédiction. Et ça, c'est un problème qu'on a très souvent avec nos clients aussi. Ils veulent qu'on fasse des prédictions de vente. Des fois, on est proche de la réalité, ils sont contents. Des fois, on est loin de la réalité, ils ne sont pas contents du tout. Mais si on regarde les valeurs dans l'input, ils nous avaient donné parce qu'eux, ils pensaient qu'ils feraient telle campagne marketing ou qu'il y aurait telle météo ou qu'il y aurait tel truc, eh bien, on se rend compte que déjà, rien que nos inputs sont très loin de la réalité qu'elle est dans le futur. Donc, pour moi, ça mélange les deux. Je reformule, c'est-à-dire que le battement d'aile, vous ne l'aviez pas en entrée, vous ne pouvez pas anticiper la conséquence de l'effet papillon. Ben, c'est ça. Si tu as le battement d'aile en entrée, la modélisation causale te permet en fait de dire si j'impose que ce battement d'aile arrive, je peux calculer un effet. Mais il faut déjà décider de le faire. Enfin, je ne sais pas si c'est clair. On est le dataset nettoyé assez propre. Pas seulement ça, mais je pense qu'on voit aussi la question de la consistance temporelle. Dans les temps,
si X, c'est une variable, c'est la cause. Dans les temps, je vais toujours garder cette gestion incessante en compte, je ne vais pas changer. Donc, si la constante temporelle ne regarde pas, comme ça veut dire que soit on n'a pas l'effet du projet là, soit c'est juste un peu vite, on ne peut pas faire le Pour avoir bien compris du coup l'étape 2 d'identification. Je te stoppe 2 secondes. Est-ce que vous vous entendez toujours bien à distance? Vous entendez? Oui. Vous Ok. entendez les personnes qui parlent dans la salle, c'est bon? Oui, c'est bon. Oui, oui. Ok, super. Donc juste, donc voilà, avec la connaissance métier et l'expérience, on fait le graphique causal estimé. En fait, à l'étape 2, quand on dit est-ce que c'est possible de l'identifier, c'est est-ce que c'est variable, on peut le récupérer ou c'est quelque chose? Alors ça, en fait, je ne peux pas rentrer en détail là-dessus, mais ça, c'est aussi quelque chose qu'on va aborder plutôt dans la partie 3 et 4, parce que nous, dans notre méthodologie complète, là, on prend en compte le fait qu'on ne veut pas juste un graphe causal, on veut un graphe causal pour calculer des average treatment effects, donc vraiment pour calculer l'effet d'une cause sur une conséquence. Et donc, si on fait un modèle qui colle parfaitement à nos données, nos experts, ils sont super contents avec, c'est génial, mais qu'à la fin, on ne peut pas, ou qu'on sait que notre calcul sera erroné, c'est pas intéressant pour nous d'avoir ce type de graphe. C'est pour ça que nous, on ajoute cette condition. Mais c'est quelque chose qui est lié au calcul d'effets causaux. Et donc, c'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans les détails aujourd'hui. C'est indépendant du graphe un peu. Non, enfin, parce que comme on disait, on peut avoir des variables cachées. Donc, imaginons qu'on a X vers Y et il y a une variable cachée H au-dessus qui cause les deux. Et donc, on a un effet aussi de X vers Y. Donc, si je ne mesure pas H, que je ne suis pas capable de mesurer, cette configuration-là nous dit que calculer l'effet de X sur Y, rien que comme ça, c'est impossible. Impossible dans le sens de Georges qui disait qu'en fait, on peut calculer quelque chose, mais on sait que ce sera faux. Parce qu'il y a l'effet de H qu'on ne peut pas séparer, parce qu'on ne mesure pas cette variable-là. Et donc, si je sais que ça, moi, ça va être faux, alors que c'est ce qui m'intéresse, ben, je ne veux pas ce graphe-là. Donc, c'est pour ça que c'est ma première règle. Je vérifie, est-ce que je peux faire les calculs que je veux. Donc, moi, par exemple, je peux décider, bon, ben, H, soit je le supprime carrément, ou alors je me dis, bon, ben, H, je ne peux pas l'avoir. Mais est-ce que j'ai peut-être pas une variable qui dépend de ce H, donc un enfant de H qui va être H', qui n'est pas exactement H, mais qui ressemble, en me disant, bon, ben, du coup, dans ce nouveau graphe-là, est-ce que je peux faire mon calcul causal? Et dans ce cadre-là, oui, sous certaines hypothèses, on peut le faire. Et donc, je dis, bon, bah, d'accord, bah, je pars de ce graphe-là maintenant. Et ensuite, je vais faire mes tests d'indépendance. Voilà, c'est une étape supérieure qui est en fait très liée à la méthode, aux règles de calcul en fait, d'effets causaux qu'on va aborder dans les étapes, dans les ateliers 3 et 4. C'est pour ça que je ne suis pas rentrée dans les détails, que ça demande beaucoup plus de théorie. Donc, voilà, avec plaisir. C'est une question. Tu as parlé de la météo tout à l'heure. Si on observe, si la météo annonce une vague de chaleur, on achète comme climatiseur. Est-ce que le modèle va réussir à voir que c'est la vague de chaleur qui a causé l'achat des climatiseurs ou va faire comme si c'était l'achat des climatiseurs qui avait causé la vague de chaleur? Quand on anticipe un événement, qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la question de l'orientation de la flèche entre la vague de chaleur et les climatiseurs. Ben, soit toi, en tant qu'humain, tu sais que c'est la météo qui va influer les ventes, donc toi-même, tu mets la flèche dans ce sens-là. Soit, en fait, ça va dépendre de ton jeu de données, c'est toujours pareil. Toutes les méthodes de machine learning en général dépendent de ton jeu de données. Donc, si tes données, j'ai envie de dire, elles sont toutes pourries, elles sont biaisées, elles sont hyper broutées, ça n'a aucun sens, ça va être très très dur d'avoir la flèche dans le bon sens. Ou alors, sur un malentendu, tu auras la flèche dans le bon sens. Mais si tu as des données clinées, où il n'y a pas de biais de sélection, etc., normalement, oui, la flèche devrait arriver dans le bon sens, parce que c'est un effet, j'ai envie de dire, très brutal qui se voit bien. Mais il faut toujours faire attention là aussi à la notion de temporalité, parce que tu vas avoir l'effet causal, mais avec un retard. Donc après, il faut faire attention à comment tu construis ton jeu tabulaire aussi. Là, on peut intervention spéciale en faisant donc je fixe les prix de la température, je vois si en train de augmenter la vente matérielle. Donc, je vais aussi au contraire, quand j'augmente la température,
faire en sorte qu'on appelle dans l'approche interventionniste. Si j'interviens, je peux savoir si, quand j'ai mis intervention, ça va garantir la constante qu'on va poser. Qu'est-ce qui Et moi, j'ai une question vraiment bête. Si tu n'as pas le. Vas-y, excuse-moi. Parce que pour moi, toute la question, elle vient d'une erreur de raisonnement. Okay. Que dans l'exemple que tu as donné, tu as bien dit que ce qui déclenche l'achat, c'est l'annonce de la prévision. Et donc, ce n'est pas la vague de chaleur elle-même. Et donc, même si la vague de chaleur n'a pas lieu, les climatiseurs, ils seront quand même vendus. Donc, la cause, et il faut l'identifier comme telle, c'est l'annonce. Oui, c'est vrai, carrément. Oui, bien sûr. Mais du coup, ça serait une variable manquante. Non, mais si elle n'a pas la vraie cause, si on n'a pas la vraie cause qui est l'annonce, bah oui, effectivement, ça mais sa question reste. C'est-à-dire que si tu as la vraie cause et si tu as la conséquence, est-ce que tu es capable de déterminer à partir des données le sens? Je pense que c'est ça sa question. J'ai l'impression que ce que tu voulais donner, c'est un exemple un peu contre-intuitif où en fait on allait avoir dans les données quelque chose mais j'ai l'impression que c'est plus une question de modélisation. Et j'ai l'impression que c'est plus une question de modélisation, de se dire peut-être qu'en fait intuitivement on aura envie de modéliser un effet dans un sens, mais qu'avec les données on va pas bien le voir, etc. J'ai l'impression que c'était plus ça ta question. Parce que si le prévisionniste se plante et que la vague de chaleur elle n'a pas lieu du tout, donc dans les données la vague de chaleur elle ne se verra pas, ça n'empêche pas qu'ils seront vendus les climatiseurs. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, c'est plutôt une question de modélisation. Je suis d'accord avec toi, là, mais il y a un deuxième aspect, c'est imaginons qu'on ait des répétitions des événements et qu'on se pose la question, est-ce que c'est X qui influe Y ou est-ce que c'est Y qui influe X? Ça, c'est une question bête, mais à laquelle la réponse peut être donnée au moins partiellement, et Marianne le présentait tout à l'heure, et c'est ce qu'elle disait. Elle disait quoi? Elle disait que si on suppose qu'il y ait l'un ou l'autre des deux qui sont corrects, et que le modèle est linéaire, alors on y arrive si et seulement si les données ne sont pas gaussiennes. Point. On sait déterminer le sens si on n'est pas gaussien dans le linéaire. Dans le linéaire, on ne peut pas. Dans le gaussien, on ne peut pas. Et ça se généralise au non linéaire. Parce que, en fait, c'est exactement l'exemple aussi qu'on avait en introduction avec le peuple soleil, où je te disais que juste comme ça, avec tes données, tu ne peux pas faire la distinction. Et donc, c'est pour ça qu'après, on a besoin d'ajouter plein d'hypothèses, de modélisation pour ensuite se dire, si je vais dans ce cadre-là, peut-être que je peux orienter la pêche. Mais du coup, c'est vraiment le problème de base. Et on n'arrive pas à avoir des réponses tout le temps. Et effectivement, là, dans tout c'est sûr. D'autres questions? Ok, super. Il y a pas mal de cas comme celui de... Toi, tu as rencontré pas mal de cas comme celui du camarade? C'est-à-dire C'est-à-dire qu'on imagine que c'est le climat qui fait l'effet, puis en fin de compte, ce n'est pas le climat, c'est autre chose, c'est l'annonce. J'imagine que le climat influe sur l'annonce. Oui, mais ce qui veut dire, c'est qu'on peut lancer l'annonce indépendamment du climat. Oui, mais ça, c'est la partie stochastique c'est la partie un peu aléatoire de la prédiction. Si on modélise, j'imagine que le climat influerait sur une prévision. Oui, mais tu vois, c'est la prévision. Non, mais ça, c'est la prévision, c'est pas le vrai climat. Ouais, c'est pas le vrai climat. Non, parce que faire attention, parce que là, tu fais une boucle temporelle. C'est-à-dire que, bien sûr, ton modèle va dépendre de tes données météorologiques passées. Mais nous, on est sur un graphe instantané. Et sinon. Du modèle, là, on parle. Mais voilà, c'est ça. Ouais, là, parce que là, on complique beaucoup trop les choses. On n'est pas capable de modéliser. Imaginons qu'il y ait une prédiction qui soit donnée par un modèle machine learning, type learning, type boost, n'importe quoi. Ça devient une donnée tabulaire normale. Mais en fait, elle est influée par. Si on imagine qu'il est plutôt bon, en fait, en vrai, c'est le climat qui va influer notre prédiction. Ouais, mais tu vois, c'est en fait ce que j'ai l'impression, mais je ne suis pas sûre de moi. J'ai l'impression qu'en fait, ça revient à dire qu'il y a deux manières de modéliser, quand tu regardes les données temporelles, il y a deux manières de modéliser les choses. Soit tu tiens compte de ce qui se passe à chaque instant, et là, j'ai l'impression que c'est un peu ce que tu dis. C'est-à-dire, si tu essaies d'intégrer, en fait, de tenir compte du fait que ton climat, dans le futur, tu vas essayer, entre guillemets, de le relier à ta prédiction actuelle, là, tu joues sur des instants de temps
qui sont différents. Et donc, un climat témoin H et un climat H. oui, mais tu vois, c'est en fait, il y a deux manières de voir. Soit tu as une variable climat en tant que telle, soit en fait ta variable climat, tu la déclines à chaque instant. Donc tu as deux manières de déplier. Soit tu déplies ton graphe, soit en fait tu résumes ton truc et tu dis c'est le climat et le climat c'est un truc en tant que tel. Dans ce style-là, il y a eu plus il y a eu de pelles vendues, plus il y a eu d'or découvert en Californie, jusqu'à un certain point. Parce qu'il y a un moment où il y a toujours eu plein de pelles vendues, mais il n'y a plus d'or découvert en Californie. Et là, XG Boost. Ouais, c'est vrai que XG Boost, là, elle est pauvre encore. Mais du coup, juste, la question que j'ai envie de te poser, c'est qu'est-ce que tu veux mesurer, en fait? Parce que compliquer ta modélisation en disant oui, alors d'accord, ma prévision, elle est pas mon climat dans le passé, mais mon climat dans le présent, et on se complique vachement la vie. Est-ce que c'est important pour toi? Si oui, ça vaut le coup de se compliquer la vie. C'est une question à laquelle tu veux répondre. Sinon, bon, bah, pourquoi se prendre la tête? Tu résumes. Toi, ce qui compte, c'est peut-être juste différencier les deux et t'as pas besoin de connaître l'effet du climat passé sur ta modélisation si c'est pas ça qui compte. Si ce qui compte, c'est la prévision de la modélisation sur les ventes de climatiseurs, bah, juste avoir ça, ça suffit. T'as pas besoin de déboucler tout le truc en amont jusqu'à l'infini. Parce que là où l'effet est peut-être plus fin, peut-être qu'on va trop loin dans le propos, c'est de se dire que si les personnes ont l'habitude que le modèle ne connaissent pas forcément est fiable. Quand on leur annonce une vague de chaleur, ils savent qu'elle va avoir lieu, donc ils vont acheter des climatiseurs. Par contre, si une fois sur deux la prévision elle est fausse, ils vont dire ouais, bah, encore on l'a annoncé, mais les climatiseurs, on ne va pas les acheter. C'est peut-être plus de la finesse à ce niveau-là qu'il faudrait réussir à trouver que de se dire est-ce que c'est le modèle de la prévision ou est-ce que c'est la prévision elle-même. Alors, moi, j'ai un truc parce que là, je ne sais pas si c'est pertinent, mais quand tu as eu 3 annonces de vagues de chaleur, si la première fois que tu as acheté un climatiseur, de grande époque, tu ne vas pas en racheter un. Sauf si tu tombes en panne. L'obsolescence programmée, d'accord. Non, c'est vrai, mais après aussi, si je pense. Oui, non, mais bon. Avant, on me dit que c'est vrai, c'est vrai. Pas aider dans le débat, mais moi j'ai l'exemple de la forme de Young. On va finalement très loin, mais bon. En gros, pour moi, c'est qu'il y a des choses toujours ramenées à ce qui est observable. Ouais. Et donc, c'est la pertinence. Donc, pour moi, c'est vraiment les métiers. Donc, il y a des choses qu'on ne va pas forcément écarter. Ouais. C'est les métiers qui vont faire référence. Et donc, si les métiers disent à un moment donné, non, mais là, c'est n'importe quoi, ça veut dire que quelque part, on va peut-être trop loin dans un propos ou parce que on doit revoir notre modèle. Pour moi, c'est ça la référence. Ouais. Et si par contre le fait persiste et du coup on n'est pas représentatif du fait, c'est que quelque part, il faut tout revoir. Pour moi, c'est ça l'élément de vérité. Donc, par exemple, dans l'exemple de la forme de Young, c'est juste dire que intuitivement, on voit ce genre de choses. Pour donner un exemple, c'est le chat de Schrödinger, il est à la fois mort et vivant. Donc c'est une statistique, c'est une probabilité. Sauf que nous, on n'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Donc on dit soit il est mort, soit il est vivant. Sauf que la réalité, c'est qu'ils sont morts et vivants en même temps. C'est le fait d'observer qui fait qu'on va induire la réalité. Donc soit il va devenir mort, soit vivant. Et effectivement, ça évolue dans le temps. Mais parce qu'on a observé à un moment donné, là, il est mort. Et puis, à un autre moment, là, il est vivant. Mais ça ne veut pas dire qu'il est mort à chaque fois, ou il est mort, ou il est vivant à chaque fois. Donc, pour moi, c'est juste de dire, bah, la réalité, c'est tous les cas sont possibles, et la pertinence, c'est moi, j'observe ça, donc c'est ça qui fait que c'est mon point de référence. Là, c'est ce qu'on fait, j'ai l'impression, c'est ce que fait. Donc, pour moi, c'est l'importance des métiers. Quoi. Ouais, c'est ça qui doit driver la data statistique. Qu'est-ce que c'est revoir le modèle? C'est un modèle qu'on emploie tout le temps, sans arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire? Les variables, le contexte, ceux qui travaillent, les facteurs, leur codage, ça veut dire quoi? Moi, si on me dit qu'il faut que je revoie mon modèle causal, je me pose d'abord la question de toutes les hypothèses que j'ai prises. Hein. Est-ce que bel et bien j'observe tout ou pas? Est-ce que je suis dans un cas binaire ou pas? Quel type de bruit j'ai ou pas? Est-ce que je suis justement en dehors du gaussien ou pas? Déjà toutes mes hypothèses. Ensuite, mon jeu de variables. Est-ce que je vais garder tout le monde? Est-ce que j'enlève des gens? Est-ce qu'il me manque des gens?
Est-ce que tu vas enlever des outliers, des choses comme ça, ou est-ce que Dans les données, oui, pourquoi pas. Ouais, est-ce que tu veux faire, ouais, c'est pas un truc super important. Nous, chez qui, on fait pas trop ça en général, mais ça dépend toujours des cas d'application, c'est pareil. Quand on récupère des données open source ou quand on scrape le web, là, c'est sûr, il faut virer les outliers. Pas... Et vous ne faites pas une nouvelle collecte de données? Si. Mais après, du coup, il y a plusieurs possibilités. C'est-à-dire que souvent, on appelle ça une mise à jour du modèle, mais en fait, c'est un nouveau modèle, carrément. D'accord. Donc, c'est pas forcément, voilà, c'est pas vraiment du réentraînement. Ce qui est très compliqué aujourd'hui, je dirais dans la vie pratique de réentraînement, c'est que c'est pas stable, réentraîner un modèle. Et donc, c'est très dur à vendre. Parce qu'après, d'un seul coup, hop, on a des nouvelles données et puis, il raconte quelque chose de très différent et ça, les clients, ils aiment pas et c'est normal. Parce que nous, justement, on a envie d'avoir des croyances, de les suivre. Et quand on change complètement nos croyances, eh ben, ça fait peur, quoi, parce qu'on a basé notre business sur la suite avec les conclusions d'avant. Ouais. Voilà. Donc, c'est très compliqué pour nous de rentrer. Souvent, on crée des nouveaux modèles. Est-ce qu'il y a un workflow? Est-ce qu'il y a des normes de construction? Est-ce que vous suivez les uns et les autres la même démarche dans la construction de ce modèle ou dans sa mise à jour? Sinon, oui, je pense, oui. Ça, c'est grave. Mais tu veux dire une méthodologie unifiée? Précise, unique, stabilisée, définie. Non. Oui, non. Mais je pensais que tu parlais d'une méthodologie. Oui, qu'on l'ait tous en tête, oui. Mais il y a tellement de différences entre. Non, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça qu'à chaque fois, on fait un nouveau modèle. Parce qu'à chaque fois, on est dans un cadre différent, avec un environnement différent et qu'on ne fait pas un modèle précis et identique le même pour tout le monde. Ça, oui. Ok. Et donc, si on passe à la partie code, après toutes ces questions qui sont très intéressantes, le but d'aujourd'hui, c'est de jouer avec notre méthode. Donc, le code est à dispo. Et si vous avez envie de voir ça sur un côté un peu gaming, le but, c'est de faire échouer notre méthode, de la faire fonctionner, de la casser. Voilà. Démoraliser, si Audrey à la fin elle est démoralisée, vous avez gagné. Voilà, et parce que nous, notre but, c'est d'identifier les limites. C'est-à-dire que nous, on a construit quelque chose qui nous arrange avec nos 2-3 exemples qu'on a testés dessus et plus et sur des données simulées, etc. Donc, on est content de ce qu'on a fait pour le moment. Ça répond à nos problématiques. Mais on aimerait savoir jusqu'où on peut la pousser et anticiper, en fait, les moments où ça va pas marcher pour qu'on puisse la corriger. Parce que si on compte le moment où ça marche pas, quand on n'a que 2 jours pour rendre un résultat, ça va être compliqué. Voilà. Donc, c'est pour ça que pour nous, c'est intéressant. Mais du coup, c'est le but. Et alors, en amont du travail, normalement, je vous ai envoyé un mail à tous pour signer un accord de non-diffusion, machin, MDR. Voilà, je voudrais que vous signiez avant de vous renvoyer les données, si vous préférez. J'en connais qui ont déjà répondu, donc tu peux envoyer. Oui, je vous envoie les sites. Et du coup, juste si je finis comme ça, après, tout le monde peut se concentrer sur notebook machin. Donc, à disposition, on a donc le code utilisé pour la méthodologie UBI de Wikimetrics, un code pour générer, donc j'ai mis des SCM, et ça en fait, c'est des données simulées causales, donc qui suivent bel et bien un graphe causal qu'on connaît. Donc ça, c'est si jamais vous avez envie de voir si la méthode elle retrouve bien le graphe, où on est sûr que les données, elles ont un graphe particulier, donc qu'on connaît le graphe. On a aussi un dataset Génie Marketing entre guillemets, parce que évidemment, ce ne sont pas des dates données, on n'a pas le droit de les fournir, donc elles sont anonymisées à notre sauce. Mais ça suit un peu les mêmes dépendances et les mêmes modes proba. Donc ça va, j'ai envie de dire, c'est autant challengeant que notre dataset. Et on vous a mis aussi à dispo d'autres méthodes de causal discovery. Il y a le PC, Algorithm, Lingam, et puis plein d'autres trucs qui existent. Si vous avez envie de vous lancer dans un benchmark, c'est-à-dire de comparer les méthodes entre elles. Donc, vous pouvez faire plein de choses. Vous ne pourrez certainement pas tout faire. Donc, je vais vous ajouter quelques pistes possibles. S'il y a des choses qui vous intéressent, vous pouvez peut-être former des groupes ou travailler tout seul comme vous voulez. Mais
On peut se poser la question de est-ce que la méthode fonctionne quand on est en faible régime de données, c'est-à-dire si je diminue mes données, à partir de quand ça ne fonctionne plus, à partir de quand je n'ai pas assez de données pour trouver les indépendances. Qu'est-ce qui se passe en grande dimension? C'est pareil, c'est-à-dire j'augmente mes variables, à partir de combien de variables je suis en difficulté, et ça c'est au regard forcément des données, parce que plus on a de variables, plus il faut de données, hein. Et des niveaux de bruit aussi, c'est-à-dire à partir de quand j'ai trop de bruit, c'est trop le bazar et j'arrive plus rien à distinguer. Donc ça c'est peut-être une première étude. Ensuite, il pourrait y avoir une étude sur des connaissances expertes erronées. C'est-à-dire, ah ben tiens, mon humain, il me dit que là, il y a un lien ou là, il n'y en a pas. Est-ce que ma méthode, en testant dans les données, j'arrive bien à ce que mon test d'indépendance me dise, ah ben là, ce lien, ça ne va pas. Il faut que tu le changes. Et donc ça peut être fait. Et donc ça peut être fait au regard aussi de ce qu'il y a dans l'étape 1 au-dessus. C'est-à-dire, OK, j'ai une connaissance efficace qui est fausse. C'est pas juste est-ce que je peux montrer qu'elle est fausse ou pas, c'est aussi à partir de quel niveau de visibilité dans les données je peux vraiment dire que c'est faux ou pas. Donc, c'est à vous de voir quelle métrique vous voulez regarder. Mais pareil, la quantité de données, bref. Peut-être le nombre de fois que l'événement s'est réalisé pour que on puisse dire ah non mais cet humain il avait tort. Donc voilà. Et enfin troisième question, le fameux benchmark face à d'autres méthodes de causal discovery pour dire par exemple celle-là comparée au PC c'est bien parce que là au moins j'oriente pas de façon arbitraire comme on disait mais parce que bel et bien j'ai un test qui me dit ou alors dans l'autre sens j'ai une orientation qui est un peu bizarre. Enfin, c'est mon humain qui a fait l'orientation, alors que j'aurais préféré me baser peut-être sur les bruits, ou bref, voilà. Comparé à d'autres méthodes. Peut-être que notre méthode sera plus stable, mais qu'elle fonctionnera moins bien avec peu de données, alors que d'autres méthodes, ça va être l'inverse. Bon, bref. Il va y avoir plein de benchmarks différents. Donc, il y a plein de choses à faire. Vous avez dit, bon, pour nous, on n'impose rien du tout. Ça dépend de ce qui vous intéresse. Voilà. Amusez-vous surtout. Et à la fin, on sera content de récupérer vos retours. Mais voilà, pas de contrainte. Du coup, là, je pensais passer un peu les cellules un à un pour voir ce qui est fait dans le notebook. Je ne sais pas si vous pouvez m'arrêter si vous avez des questions. Donc, la première partie de notebook, c'est ce qu'on pose principalement de l'exploration de. On nous entend de. Oui, je pense. Vous nous entendez à distance? Oui. Oui, très bien. Ouais, bah vas-y. Du coup, les premières semaines, c'est surtout pour jouer un peu avec les scripts en général et données simulées qui suivent un graphe causal. Donc là, rapidement, juste on génère un graphe de manière aléatoire. Mais je pense que le plus important, c'est quand même de pouvoir générer justement les données qui suivent un graphe causal, donc justement avec une matrice d'adjacence, pardon. Et donc, il y a plusieurs paramètres avec lesquels vous pouvez jouer, qui sont un peu listés ici. Donc, le type de mécanisme qui relie les variables entre eux, ça peut être une relation linéaire, polynomiale, simoïde ou autre. Le type de distribution de la variable de départ. Donc, par exemple, si on a un root cause qui va être V0, ce type de cause, ça peut être binaire, gaussien ou autre. Le type de bruit qu'on ajoute, le coefficient de bruit, le nombre de points qu'on veut générer, le nombre de nœuds si on génère justement des graphes aléatoires, et aussi donc les 4 derniers paramètres, ça sera utilisé dans le cas où on veut générer des graphes aléatoires. Donc le nombre de paramètres, le degré de graphe qu'on espère avoir, et comment sont générés le graphe avec, par défaut ou avec une Z RDOS. Donc voilà. Après, les parties suivantes, c'est pour montrer comment on peut ajouter des biais. Donc les biais, ça peut être ajouté de manière uniforme ou gaussien. Donc c'est un peu plus expliqué dans ces paragraphes ici.
Donc le type à quelle variable on va ajouter du biais, la proportion des données qui sont concernées, et des paramètres un peu spécifiques au type de biais qu'on veut ajouter. Là, c'est des exemples justement où on montre comment, l'avant-après, après avoir ajouté les biais. Et on peut aussi du coup ajouter des employeurs, qui peut être des employeurs de manière uniforme, ou des employeurs qui proviennent justement d'un autre graphe causal. Pareil, quelques exemples pour montrer l'avant-après après avoir ajouté des employeurs. Vous pouvez, si vous avez des questions ou si vous avez rencontré des problèmes sur ces cellules-là. Je passe rapidement. Et la partie, du coup, justement, où on vous propose de tester un peu la méthode Equimetrix. Là, j'ai mis un exemple assez simple avec 4 variables. Et donc, un premier graphe qui va correspondre du coup justement au vrai graphe grand trou, on va dire, avec lequel les données vont suivre ce graphe-là. Donc V0, V2 et V0, V1, V2 avec V3 qui en fait est un variable à part. Et là, on va essayer de justement tester un peu la méthodologie dans le premier cas quand on a oublié un lien. Donc, quand on a un lien en plus. Donc, on a un exemple. Donc là, on peut voir qu'en fait, on a ajouté un lien de V3 vers V0 qui ne correspond pas vraiment à notre grande trousse. Mais imaginons qu'on est dans un cas où on rajoute des liens en plus. Là, je construis donc juste le programme. Et on va tester dans un premier temps tous les tests d'indépendance qui sont impliqués par le graphe. Et là, avec ce graphe-là, le graphe falsifié, ça implique 2 tests d'indépendance. Un premier, donc, on a la variable V1 qui est indépendante de la variable V3, conditionnée sur la variable V0. Et donc, dans le graphe, ils sont bien déséparables. Et dans les données, ils sont indépendants. Et on fait aussi ce test juste pour voir avec le vrai graphe, le grand trou. On va voir que dans les indépendances qui sont impliquées par ce graphe sont différentes. Donc V0 est indépendant de V0, enfin, V0, V1 et V2 sont indépendants de V3. Et donc, ils sont tous vérifiés, ils sont tous séparables et ils sont tous indépendants. Donc, en fait, à cette étape-là, on a un peu du mal à identifier justement ce lien qu'on aurait ajouté en plus parce que les tests d'indépendance appliqués par les 2 graphes sont tous vérifiés dans nos données. Et c'est là qu'on va faire un peu le chemin inverse. On va essayer de tester tous les combinaisons de variables possibles entre datasets et tester leur indépendance dans les données. Et c'est ce qu'on fait ici. Donc, on fait un peu toutes les combinaisons de variables possibles en se limitant quand même au nombre de variables conditionnables parce que sinon, ça va prendre un peu trop de temps et trop de mémoire. Et on se fait un petit focus sur les tests qui ne sont pas valides, c'est-à-dire qui sont déséparables, mais qui sont déséparables et indépendants, et qui ne sont pas déséparables et qui sont dépendants. Et donc, juste en filtrant un peu sur ces tests-là, on peut se rendre compte que justement, sans conditionner sur V3, ces 3 variables-là sont déjà indépendantes par rapport V0, V1, V2 sont déjà indépendants à V3 sans conditionner sur toute autre variable. Et là, on peut se poser la question sur justement si le lien entre V3 et V0 avait du sens ou pas. Et donc, un autre exemple, c'était le cas. C'est quelle colonne qui permet de dire que V3 n'est pas dépendant? Oui. Donc là, pour lire, en fait, variable 1 et variable 2, c'est les 2 variables où on teste l'indépendance. Compte var 1, compte var 2, compte var 3, c'est les variables sur lesquelles on conditionne. Oui.
Déséparated s'ils sont déséparables dans le graphe ou pas, et is independent s'ils sont indépendants dans le graphe ou pas. Dans les données, pardon. C'est pareil, pour déséparated, c'est dans les données aussi. Déséparated, c'est dans le graphe. C'est dans le graphe. Oui. Donc là, en fait, il faut passer tout le tableau à l'œil et se rendre compte en fait que les trois, à chaque fois, est indépendant avec les autres. C'est en disant les lignes, du coup, 2 jusqu'à 4, 5. Je reformule, du coup, quand c'est direct, c'est fausse, et quand indépendant, c'est fausse, forcément, c'est pas grave et donné. Ouais. D'accord. Ok. Donc là, le deuxième exemple, c'est le cas inverse où on a oublié un lien. Donc ici, si on enlève le lien entre V0 et V1, pareil, première étape, on va du coup tester tous les tests d'indépendance qui sont impliqués par le graphe. Donc ici, avec le faux graphe, on a le dernier test qui dit que V0 est indépendant de V1 si on conditionne sur V2. Et là, directement, à cette étape-là, on peut voir que dans les données, ce n'est pas vérifié. Et du coup, on peut se demander si justement on aurait oublié un lien entre ces trois variables-là. Et voilà. La partie suivante, c'était pour si jamais il y a des tests d'indépendance que vous préférez utiliser parce que vous pensez que c'est plus adapté à la distribution ou au type de données qu'on a, il est possible aussi du coup d'utiliser des tests de changer les tests d'indépendance qui est utilisé par défaut ici. Donc dans ce notebook-là, on utilise par défaut la partial correlation test qui provient de la librairie Conditional Independence. Et donc, c'est basé sur les tests, le Fisher Z-test, et qui n'est pas forcément adapté à tous les cas. Et donc, si vous voulez jouer un peu avec les tests d'indépendance utilisés, vous pouvez donc vous fier un peu à cette cible-là et changer du coup les fonctions à utiliser. Ensuite, donc, l'équipe d'un dataset. Donc, la dataset un peu anonymisée et demander des matrix. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions, qui ont trouvé des résultats sur le graphe, je sais que Romain, tu avais une question tout à l'heure. Moi, c'est bon. Bah, vas-y, tu peux la poser, ça intéresse peut-être les. Je te demande juste pourquoi avec le vrai graphe, c'est la méthode qui permet de voir si les séparations. En fait, les séparations de c'est une indépendance vraie. Je me demandais pourquoi on avait ça, parce qu'il y avait la conclusion en disant que des fois les méthodes d'indépendance, de calcul d'indépendance, pouvaient être forcément adaptées aux données. Maintenant, ça fait bien avec les deux colonnes qui étaient ensemble. C'est moins cher. Merci. Du coup, je ne sais pas si à distance vous avez compris, mais en gros, effectivement, dans le D independence, on avait false, c'est ça? On avait false à partir du graphe réel, en fait. Dans le D indépendance, on avait false et dans le is independent, c'était true en fait. Et la question c'était pourquoi alors que c'est le graphe réel, on a un false dans le D independence. Je ne sais pas si vous avez constaté ça ou si vous avez eu ça aussi. Et du coup, c'était quoi le... C'était que justement, parfois, les tests d'indépendance ne sont pas forcément adaptés au type de distribution des données. D'accord. Et justement, c'était adapté en fonction des données. Quoi. Ok. Et là, du coup, on est obligé d'en faire à la main au début son idée de graphe causal. Ouais. Et est-ce que là, on imagine qu'il y a des variables qui sont complètement indépendantes d'un point de vue expert, là, qu'est-ce qu'il y a dans le truc qui serait jamais, qui devrait jamais être utilisé? Pas vraiment. C'est-à-dire. Est-ce que là, dans le graphe que tu crées de base, tu aurais des variables qui seraient complètement indépendantes dans l'exemple de. Ouais. Genre par relié. Comment? Qui serait en fait par relié à aucune autre. Ouais, dans cet exemple-là, ouais.
Ah, genre comme le V3 là, non, enfin, il n'y a pas de variable qui est complètement indépendant. Ouais, d'accord. Justement, c'est des variables qu'on utilise pour modéliser, du coup, c'est ce qu'on utilise réellement et qui ont du sens pour moi. Est-ce qu'elles pourraient être toutes indépendantes, à part avec celle. En fait, ça fait la scène en bas, et en fait, tout le monde vient sur la ouais, scène. mais là, du coup, justement, l'intérêt des graphes causaux, il n'y en a pas trop, quoi. Du coup, il y a des liens entre les variables. Du coup, vous avez des questions aussi à distance? Moi, j'avais des questions après. C'est plus sur. En fait, on peut avoir des relations du coup de causalité, mais si elles sont éloignées, on aura. Alors, on n'aura pas de corrélation. Soit que la corrélation, c'est pas un bon test, par exemple, elle n'est pas linéaire, et dans ce cas, on la voit pas forcément. Ou soit, est-ce que ça arrive des cas où finalement deux variables sont sont pas corrélées, mais on a quand même un lien de causalité lointain. En fait, je n'ai pas suivi le premier atelier, mais c'est clair. Ouais, si avec ton expertise, tu penses que ces deux variables sont corrélées, enfin, il y a un lien entre ces deux variables qui soient lointains ou pas, mais que ce n'est pas vérifié dans les données. Justement, la dernière étape, c'est pas se fier uniquement aux tes indépendances. Quand tu vois qu'ils sont indépendants, tu mets pas du tout de lien. C'est pas ça l'idée, c'est vraiment de vérifier et de confirmer ou pas des hypothèses qu'on a. Mais finalement, à la fin, c'est à nous de décider si on veut le garder parce que pour toi, ça a un sens créé dans les données. Okay. Parce que là, dans tout ce qu'on a fait, finalement, ça ne nous donne jamais du coup le sens du graphe. C'est à nous qui interprétons. Oui. Okay. Et donc, on commence par regarder les corrélations dans la méthode, puisque de toute façon, ah oui, ok, c'est ce que vous avez dit. Si on a des relations métiers qu'on connaît, dont on est à peu près sûr, on les pose. Et après, on se base surtout sur l'indépendance pour essayer de repérer sur les corrélations, pour essayer de repérer des liens de causalité. Ok. Merci. Tu allais dire quelque chose, Fabien? Non, mais c'est qu'il y a quelques situations dans lesquelles en fait on arrive à décider du lien. Mais là, dans la plupart des cas, en fait, en effet, il y a des liens qui ne sont pas décidables en fait par l'orientation n'est pas décidable par ça les données directement. Il faut le compléter. Et après la question de lointain, je ne sais pas ce que tu voulais dire par lointain en fait. Dans le graphe, si par exemple on a une variable x qui implique une variable y, qui implique une variable z, qui implique une variable b, et du coup on a finalement une causalité lointaine, mais peut-être que la corrélation on ne la voit pas. Oui, il y a plein de combinaisons de chemins qui peuvent induire une corrélation à la fin. C'est ça qui est un peu piégeux en fait quand on regarde uniquement les corrélations. Mais après, dans les hypothèses qu'on mène, on a des approches qui sont markoviennes. Donc en fait, on raisonne étape par étape en fait, et on a des variables intermédiaires qui peuvent couper justement des effets autres. Donc l'idée, c'est qu'on recrée justement ce fameux chemin que tu dis par des variables intermédiaires jusqu'à ta variable d'intérêt finale. Et on suppose qu'il n'y a pas de... voilà, on a trouvé des différentes... on essaie de trouver en fait des différentes combinaisons de variables. Et après, ces différentes combinaisons de variables peuvent induire des corrélations in fine, même s'il n'y a pas nécessairement de lien causal entre ces variables. Par exemple, le truc le plus simple, tu as le fork qu'on voyait au départ. Ta variable de départ, tu as une variable de tête qui est une variable confondante qui va impacter deux variables en dessous. L'une des deux, ça peut être celle qui t'intéresse de départ, et l'autre, en fait, c'est ta variable d'arrivée, disons de fréquence, autre chose derrière. Eh bien, en fait, tu peux avoir une corrélation entre ces deux variables, même si tu n'as pas de lien causal entre les deux. Donc là, c'est un peu petit pour moi. D'accord. Mais si faudrait que les flèches ne soient pas dans le même sens. Ouais. Oui. Tu veux que le V1 aille vers le V2, c'est ça? Ou tu peux la variable du milieu, là, je ne sais pas quelle c'est. Je vais te la dire. V2, voilà.
Là, on a un truc qui est linéaire, c'est une chaîne. Donc, on a V0 implique V2, implique V1, enfin, impact V2, impact V1, etc. On pourrait avoir tout à fait V2 en fait, qui impacte V0 et puis V2 qui impacte V1 à côté. Et du fait de ce que t'induirait ce schéma-là, c'est que tu aurais bien une corrélation en fait, entre V0 et V1 observé dans le jeu de données en dessous. Ce n'est pas nécessairement un effet causal. Et, ouais, alors là, je sais que c'est la déséparabilité, donc j'ai compris que c'était en lien avec cette notion de causal. Et donc, si on est dans ce cas-là, on est déséparable égale false. Si on est dans quel cas? Dans le cas fort où on a V2 qui pointe vers V0, et donc entre V0 et V1, Mais si tu conditionnes par V2, tu vas couper le lien en fait, entre V0 et V1. D'accord, ok. Donc la déséparabilité, c'est quand tu conditionnes par tous les parents communs, je crois il me semble, et que tu as exclu tous les colliders, donc les variables qui sont des descendantes en fait du point ou les descendants de collider. Okay. C'est mécanique ce truc-là, et ça te permet en fait de trouver sur quelle variable, sur quel ensemble de variables il faut que tu conditionnes pour pouvoir avoir des éléments qui soient justement comparables. C'est pas. Ok. Mais j'en profite, j'avais une dernière question, juste rapide, c'est le D, ça correspond à quoi dans le D séparable en fait Je crois que c'est diagramme tout simplement, mais j'en suis pas certain. Ok, bah, je regarderai, bon, merci. Je me suis posé au début de séance cette question et je posais la C'est quoi le D, c'est ça le... Ouais. Je sais pas ça. Dans D. Je suis pas changé. Hein? Si t'es pas renseigné. Le D séparation. Ok. Serait non. Est-ce qu'il y en a qui ont des. Vous voulez parler d'un peu ce que vous avez fait, Clara et. Je sais plus quoi, c'est comment ton prénom hein? Directionnel. Directionnel. D, c'est directionnel. Voilà, donc D, c'est directionnel. D, c'est directionnel. Et tu veux le projeter ou pas? T'es sur le Meet? Non, je suis pas sur le Meet. Parce que du coup, il y a. Alors, juste, je vais introduire. Donc, Clara et Mehdi ont travaillé aussi sur les réseaux bayésiens et c'est une façon aussi d'inférer, alors, peut-être pas un graphe orienté, mais au moins une structure, un squelette. Et du coup, ça peut être aussi assez complémentaire puisque en amont de faire tout ça, puisque là, on décide d'un graphe a priori qui n'est pas forcément très juste, bah, ça pourrait permettre aussi d'inférer un squelette qui est peut-être plus représentatif comme point de départ qu'un simple graphe a priori. Tu as demandé à rentrer, je ne vois pas. C'est le lien qui est en mail. Non, c'est pas le bon lien. Ah, le bon atelier, désolé. Ça finit par TTJ. Ouais. Ok. Je te laisse partager, Mélie. Ok. On entend ou Est-ce que bon, et Pierre, tu entends Mélie là? Oui. Vas-y, parce que tu m'entends. Allô? Test. Non.
C'est où? Ah oui, tu peux te rapprocher du. Il est là, le micro. Tu peux te rapprocher si tu veux. Vas-y, on teste le. Vas-y. Fais-nous le show. Okay. C'est l'heure du show time. Est-ce que vous m'entendez bien? Très bien. Super. Donc, ça, c'est une méthode en fait, qui permet d'apprendre des graphes à partir directement des datas. Donc, vous lui donnez juste un fichier CSV en entrée. Par contre, ça ne fonctionne que sur des données discrétisées. Donc, il y a une fonction qui permet de discrétiser directement les données internes à la librairie. Vous lui mettez donc la méthode de discrétisation et le nombre de bits que vous voulez, dans combien ça doit être séparé. Et même, il y a une petite fonction pour voir si est-ce que c'est une bonne méthode de séparation, de discrétisation. Ensuite, on arrive ici. Donc, ça, on lui dit apprends sur ce CSV. On lui donne un certain algorithme à utiliser. Donc là, on utilise le MIC, donc, qui est en fait le même type que les algorithmes type PC qu'on a vu avant. Donc ça utilise des méthodes d'indépendance, mais ce n'est pas des indépendances, des tests d'indépendance sur l'information mutuelle. Donc c'est une autre métrique qu'on peut retrouver à travers les données. Une petite correction parce que c'est des probas. Et après, on lui dit, voilà, maintenant, apprends. Donc, il va faire donc, les tests d'indépendance qu'on a vus avec l'information mutuelle. Puis, il va refaire les V-structures, comme on a déjà vu avant. En fait, c'est vraiment le même cheminement. Et à la fin, il sort un graphe. Donc, voilà. Un graphe qui ressemble à ça. Donc, ça peut servir de première itération pour la méthode par la suite. Oui, parce que là, c'est pareil, le graphe, il est orienté, ouais. Mais en fait, l'orientation n'a pas de véracité ou c'est... Ouais, c'est ça. En fait, toutes les orientations ne sont pas à 100% sûres. En fait, c'est juste qu'à la fin, on doit avoir tout orienté pour pouvoir faire des calculs. Donc, à la fin, on dit, faut orienter parce qu'on doit orienter. Mais en vrai, là, ce qui sort réellement, c'est plutôt un graphe de ce type-là, où en fait, là, par exemple, on voit qu'il y a un edge qui n'est pas orienté ici. Donc là, il dit, je sens qu'il y a un lien, mais je ne saurais pas l'orienter avec mes règles de base. Et donc, après, c'est à ce moment-là qu'on peut nous, peut-être soit lui dire, tu t'es trompé sur tel lien ou sur tel lien, et relancer la boucle. Ou alors... ouais. Le graphe, il est de base cyclique ou c'est à boucle cyclique? Non, là, en fait, c'est une des conditions au moment où on l'oriente, c'est qu'il doit être acyclique. D'ailleurs, ça peut être une des raisons pourquoi il n'oriente pas tout. Okay. Donc, mais oui, donc il y a des petits. C'est les mêmes règles qu'on a vu tout à l'heure pour la présentation, donc acyclique. Ou alors, par exemple, quand on détecte une des structures, plutôt par exemple, quand on ne détecte pas, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas. Donc, on ne peut pas ajouter des structures nous par la suite. Dans tout à l'heure. Ouais, c'est la même idée, en fait, ça part de notre truc, sauf que c'est une métrique différente que l'information mutuelle. Voilà. Donc, ça s'appelle Piagre. Ouais, ça s'appelle Piagre. C'est disponible sur PIP. Et il y a une jolie doc, donc, et avec pas mal d'exemples de tutoriels de notebooks qu'on peut télécharger, qu'on peut un peu utiliser. Donc, voilà, et donc, après, tu pourrais partir de ça et faire la méthode, puisque ça donne un graphe a priori, refaire la méthode équipe pour orienter et puis itérer sur ça. Il faut juste exporter c'est juste mais je suis en train de faire une fonction pour exporter le format, donc je peux le temps de tester, mais parce que il n'y a pas d'exportation format GML, vous connaissez pas, mais voilà. Mais ça complémente la question. Ouais, c'est très rapide à faire. Donc, on peut faire aussi autre chose, ça peut aussi permettre de générer des données. Donc en fait, on peut nous créer un graphe à partir de rien, donner des lois de distribution à l'intérieur, donc qui représentées par les arcs. Et on lui dit, génère-nous une base de données. Et donc après, on a une base de données. Et là, on peut en fait, ça peut servir de ground truth en fait pour faire des tests par la suite. Parce qu'en fait, on connaît le modèle générateur de données, on sait exactement tout ce qui se passe à l'intérieur, et donc ça permet de bien tester des méthodes, notamment. Ça peut être pas mal utile pour faire des tests. Voilà. Et on pourrait même essayer de faire la prédiction. Avec un autre module qui est compatible avec la méthode de scikit-learn, qui fait du fit predict. Et là, si on voudrait prédire, par exemple, les saves, il nous donnerait du coup les variables importantes qui calculeraient à partir des variables qui sont importantes, qui sont la couverture de Markov, du coup, qui sont les parents de la cible, les enfants et les parents des enfants. Et donc, à partir de ça,
on lui donnerait toutes ces variables et il pourrait prédire les sales, par exemple. Voilà. Très bien, merci. Je ne sais pas si vous avez des questions, Pierre, tu as des questions ou ici, vous avez des questions? Merci. Après, c'est vrai que il y a la question du graphe cyclique. Enfin, du coup, là, on ne veut pas l'avoir parce que ça ne va pas nous être utile d'un point de vue métier ou est-ce qu'il y a des modèles aussi pour ça? J'ai pas bien entendu la question. Ouais. Les graphes cycliques, en fait, on ne va pas les avoir parce que non, pas mis... En fait, est-ce qu'il y a des modèles pour ça en fait? Ouais, il y a des modèles pour faire des graphes cycliques, mais du coup, ce sera plus du côté des réseaux bayésiens, mais il y a aussi ce modèle-là dans la librairie Cray-Grove, parce qu'en fait, elle fait pas que des réseaux bayésiens, il y a des Markov Network, il y a toutes sortes credentials, je sais plus. Ouais, il y a pas mal de modèles graphiques en général, et donc il y en a qui permettent en fait de mettre des cycles, enfin, notamment pour des données temporelles en fait, où c'est modélisé par une loi de Poisson, etc. J'avais embarqué dans une longue explication, mais c'est pas grave. Mais donc oui, c'est possible en fait d'incorporer des cycles en fonction du problème, quoi. Mais ce ne sera pas un réseau bayésien, ce sera un autre réseau qui supporte les cycles. Par définition, un réseau bayésien, pour faire les calculs, c'est un DAG. Voilà. Ouais, l'algèbre du réseau bayésien, c'est sans cycle. Mais comme votre méthode d'ailleurs, c'est son cycle aussi. Ouais. En fait, ouais, tout l'algèbre causale, en fait, c'est un DAG, c'est sans cycle. C'est ce que disait Marianne, si tu tournes en rond, tu ne sais pas quelle est la cause et l'effet. Et ça marche moins bien. C'est indécidable. Super. Est-ce qu'il y en a qui ont... Fabien, tu voulais nous parler un peu des autres librairies ou pas? Non? Pas plus que ça, mais il y en a d'autres qui existent en effet. Payagum, je ne connaissais pas, mais ça a l'air d'être très bien. Il y avait aussi BNLearn, il me semble, de Quantum Black, qui fait un peu la même chose, si j'ai bien compris. Pareil, discrétisé, bayésien, etc. Il y avait Causal Discovery Toolbox, qui est une version de départ. Voilà, mais je ne sais pas si c'est complètement stable. Mais il a l'air d'avoir un grand bestiaire en fait, de méthodes à l'intérieur, puis après des choses un peu plus exotiques à côté. Mais voilà, c'est des bases, et après, il faut regarder un peu ce qui existe véritablement. Il y a beaucoup d'implémentations de custom, tout ce que j'ai monté. Et après, il y a des champs complets qui avancent, autres, sur des méthodes aussi causal deep, en fait, pour essayer d'appliquer des méthodes de réseaux neuronaux pour essayer de découvrir justement des mais là, après, ma confiture est largement dépassée. Et donc là, juste sur le graphe, du coup, concrètement, si on veut prédire les ventes, du coup, on n'utiliserait qu'une variable compétiteur distribution. En fait, la théorie dit que en fait, pour avoir la meilleure prédiction, il faut utiliser ce qu'on appelle la couverture de Markov. Donc, en fait, qui est les parents, donc effectivement, le nœud au-dessus, et les parents des enfants, c'est ça? Les enfants et les parents des enfants. Et les parents des enfants. Donc, on aurait trend, on aurait compétiteur media budget, COVID trend. Donc, social media aussi. Social media. Ah oui, ouais, social media, ouais. C'est un enfant, et après, etc., etc. Mais ça, c'est si on est dans un réseau bayésien, parce que évidemment, si on est dans un graphe causal et que ici, ce sont des liens causaux, si ça, c'est une cause, enfin, ça, c'est une cause et ça, c'est une conséquence, on ne peut pas utiliser la conséquence pour prédire la cause. Donc là, c'est la théorie des réseaux bayésiens qu'on peut utiliser pour faire certaines choses. Si on arrive à inférer le graphe causal réel derrière, c'est plus opportun en fait d'utiliser cette couverture. Bien sûr. Ça, c'est l'idéal sans plus de connaissances. Exactement. Ok. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions encore ou des remarques ou Thierry Moi, j'ai juste une question sur le graphe causal. Du coup, toutes les edges, elles sont binaires. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que ça fait sens, comme c'est basé sur un test d'indépendance, et du coup, il y a un threshold sur la p-value. Est-ce qu'on pourrait imaginer du coup un graphe causal qui serait plus fuzzy avec des edges qui seraient à valeur scalaire, et donc ça permettrait d'éviter d'avoir
binaire qui n'est pas forcément très robuste sur une attaque adversariale. Pas trop. Pas très rapide pour l'instant. Je trouve qu'en fait, il y en a dans certaines méthodes. Par exemple, là, dans le MIC, il y a quelque chose comme ça avec l'entropie qui est pris en compte au moment de, en fait, de choisir l'edge. On regarde est-ce que c'est consistant en fait avec les autres d'exploration. Donc c'est un peu intégré, mais à la fin, j'imagine qu'il y aura en fait un end user. Tu peux pas lui mettre, il y a 70% de chance que cet arc soit là. Mais après, c'est vrai que théoriquement, c'est ce qui serait mieux en fait. C'est l'incertitude qu'on a en fait à peut-être avoir un intervalle de confiance sur les choses dans les effets. Et c'est vrai qu'on. Ça, c'est quelque chose que vous avez dit pas bien, c'est d'autres choses que sans mal de regarder. Tu as été très faible, très fort, tu peux apporter. Il y a une variable de notre. Quand tu calcules les probabilités, c'est des multiplications. En fait, quand tu calcules, en fait, quand tu as un nœud, tu as ses parents, en fait, tu as une loi, comme c'est des variables discrètes, c'est genre, c'est un truc, c'est un tableau, en fait, avec la proba en fonction de ce qu'il y a avant. Attends, je vais vous montrer une. Si je pose la question, c'est parce que j'ai essayé de travailler sur la robustesse du graphe causal, en essayant de changer. Je me posais la question, comment je fais pour changer au minimum les données pour rendre le graphe causal qui est inféré par la méthode faux. En gros, comment je fais pour partir du minimum les données pour rendre le graphe causal pas bon. Et du coup, des solutions, ce serait de faire qui ne serait pas avec un threshold, mais qui serait avec une balance. Mais j'ai rien codé du tout, hein, c'est juste réfléchi. Ça ressemble donc à. Par contre, voilà, il y a des. Ouais. Là, ce serait une. Ouais, là, c'est par exemple une des CPP. Ça ressemble à ça. En fait, tu as des trucs en entrée. Donc là, c'est des billes, hein, c'est des intervalles. Et qui sort. Bon, après, là, c'est tout petit parce qu'en fait, il y a 100 lignes. Donc, on n'a pas beaucoup d'exemples. Mais en fait, plus tu as d'exemples, plus tes lois sont proches, on va dire. Du coup, c'est ça qu'il y a derrière. Et après, tu fais tes calculs de progrès. C'était pas ça la question de base. C'était une deuxième question. Est-ce qu'il y a un arc ou est-ce qu'il n'y a pas un arc? Là, c'est entre, oui, un arc. C'est entre deux variables et du coup, mais du coup, c'est par. En gros, par valeur discrète. Si tu es dans ça, tu as tant de probas d'être dans le. C'est ça. En fait, là, comme il y a un seul parent, on va dire que là, c'est la proba de sortir celle-là ici en fonction de si tu es rentré ici. Donc, mais là, bon, elles ne veulent pas dire grand-chose parce qu'il y a vraiment. Il y a trop peu d'exemples en fait. Les probas veulent pas grandir 100 pour autant de variables. Pour faire une bonne loi. Dans le schéma, c'est pas exactement ce que tu dis, mais dans les ateliers qui vont suivre, normalement, on va travailler à l'estimation justement des effets, donc des valeurs dans les arbres. Ouais. Donc, quand je veux changer competitor distribution, c'est quoi l'impact sur sales Et donc, on fait des prédictions qui sont liées en fait aussi à ce graphe-là. Mais dans DoWhy, il y a aussi la possibilité d'inclure des tests de robustesse qui vont faire en fait des perturbations par rapport à la situation réelle. Et tu vas essayer de voir en fait est-ce que tes prédictions tiennent toujours ou est-ce que ça n'a plus de sens. Donc tu pars quand même d'un départ qui est fixé, donc ton edge il est là. Tu estimes l'effet, la forme de ta relation derrière. Tu fais ta prédiction dessus, donc tu as trouvé que ton effet moyen c'était je sais pas 2%, je sais pas quoi derrière. Et après, tu dis, et si je rajoute du bleu blanc, et si je perturbe d'autres choses, et si je rajoute une variable perturbante, si j'intervertis des trucs au milieu, est-ce que ça me donne toujours quelque chose ou est-ce que ça vient retrouver qu'il n'y avait pas d'effet particulier ou voilà, ça vient, ça n'a pas pris un prix. On sera plus dans la conclusion au final, hein, parce qu'on essaie de regarder est-ce que ça tient toujours dans les estimations. Est-ce qu'il y a encore des questions où on a fait le tour? Finalement, on a bien débordé.
Merci beaucoup, merci à Tiffany. Comme on le disait tout à l'heure, on va voir, mais l'idée c'est peut-être qu'on vous donne la possibilité de jouer avec les données et que vous puissiez soumettre des choses, des graphes ou des idées, et que vous ayez un feedback sur ce que vous avez soumis. On va voir comment on peut organiser ça. Ok. Je vous tiens au courant, on vous envoie un petit mail. Merci beaucoup, merci Pierre, le dernier survivant de ceux à distance. J'espère que ça n'a pas été trop difficile. C'est toujours un peu compliqué, effectivement, de gérer le présentiel et le distanciel. Est-ce que ça a été quand même Très bien, oui. Merci, vraiment merci beaucoup. C'était très instructif, très intéressant et très bien le format, tout ça. Merci beaucoup et puis peut-être en présentiel la prochaine fois. Ouais, j'aimerais bien, ouais. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir.